c'est parti. Alors, donc comme je vous disais, Marjorie, ton micro est désactivé. oui, donc je reprends. Donc comme je vous disais, si jamais vous avez la moindre question, donc vous la posez dans le chat et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à aller sur le guide qu'on a édité cette année. Donc c'est le guide Aider et accueillir le hérisson d'Europe. Il est disponible gratuitement. Donc Clémence vous mettra tous les liens sur le chat pour que vous puissiez accéder à tous ces documents. Donc, il y a ce guide. Il y a également un livre qui est donc vendu à la boutique LPO, un livre sur le hérisson. Donc, il fait 200 pages. Il traite vraiment de toute la vie du hérisson. Donc, ceux qui veulent en apprendre plus, c'est vraiment un très bon ouvrage. Puis, il y a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire si besoin, qui traite à la fois du hérisson et de l'enquête, et également la petite vidéo que je viens de vous diffuser. Donc, voilà, ces différents outils, juste pour que vous sachiez que vous pouvez trouver des informations là-dedans. Concernant le hérisson, donc vous pouvez se demander pourquoi la LPO fait une conférence sur le hérisson maintenant. Donc il faut savoir que le hérisson, la LPO a décidé de mettre à l'honneur le hérisson cette année, donc cette année 2020. Alors ça a été un petit peu perturbé par le contexte et puis tout ce qui s'est passé, mais on a quand même réussi à faire pas mal de choses. Et voilà, ce qu'on nous demande souvent, c'est pourquoi on s'intéresse au hérisson. Alors déjà, on est la LPO. Donc, il faut savoir que la LPO ne s'intéresse pas que aux oiseaux, on s'intéresse également de façon plus large à toute la biodiversité. Et donc, cette année, on a mis l'accent sur le hérisson. Il faut savoir que voilà, pourquoi cette espèce? Parce que c'est une espèce qui est largement connue, qui est appréciée globalement de tout le monde. Donc, ça nous permet de toucher beaucoup de personnes en parlant du hérisson. Et surtout, c'est une espèce qui nous permet d'aborder toutes les thématiques de la conservation. Parce que malheureusement, pour lui, on va dire, il est touché par tous les problèmes qu'on peut connaître, que ce soit la contamination des habitats, la disparition des habitats, tout ce qui est les problèmes de disparition de la ressource alimentaire. Donc vraiment, c'est une espèce qui nous permet d'aborder beaucoup de thématiques. Et du coup, c'était l'occasion voilà, d'en apprendre plus sur cette espèce et de faire que les gens en apprennent plus sur cette espèce et apprennent à mieux le protéger. Donc, vous nous avez posé beaucoup de questions. Et une des questions s'intéressait notamment aux tendances, donc savoir pourquoi, comment se porte le hérisson. Donc, il faut savoir qu'actuellement en France, on n'a pas de chiffres précis, que ce soit sur je ne trouve plus mon mot, la dynamique de population du hérisson, c'est-à-dire on ne sait pas si le hérisson il se porte bien ou il ne se porte pas bien. On n'a pas vraiment de chiffres précis ni sur son effectif ni sur cette dynamique. Il faut savoir que par contre, les pays, donc notamment nos collègues britanniques, se sont déjà intéressés à la question du hérisson, également des collègues suisses et belges, et que dans ces pays-là, là c'est les chiffres anglais, mais on a mis en évidence une diminution drastique de la population, donc 30% dans les zones urbaines et 50% dans les campagnes. Malheureusement, il n'y a pas de raison que ce soit différent en France. Les pressions qui pèsent sur cette espèce sont les mêmes. Donc, on imagine que ça va être à peu près pareil en France, mais ça, on ne le saura que quand on aura les résultats de l'enquête, dont je vous parlerai tout à la fin, parce qu'on a eu quelques questions également sur cette enquête. Donc, j'aborderai le sujet, mais à la fin de la présentation. Donc, juste pour que vous puissiez vous situer, voilà les thématiques qu'on va aborder. Donc, la répartition, la biologie, les tendances, l'alimentation, la reproduction, l'hibernation, tout ce qui concerne les questions de territoire et de cohabitation entre individus, la législation et la protection de l'espèce. Que faire si on croise un hérisson? Beaucoup de questions nous ont été posées sur cette thématique. Qu'est-ce qui menace le hérisson et qu'est-ce qu'on peut faire dans son jardin, et pas que, mais c'est beaucoup dans son jardin, pour l'aider? Donc, à chaque partie, je vais vous faire une petite présentation et à la fin de la présentation, je vous invite à poser vos questions sur le chat. Clémence les lira avant qu'on passe à la partie suivante. Alors, j'espère qu'on pourra faire toutes les parties, mais au pire, on refera une présentation dans quelques semaines. Alors, répartition biologie tendance. Alors,
la présentation basique. Donc le hérisson, alors je vous épargnerai la lecture de son nom scientifique en latin. Donc c'est le hérisson d'Europe. Il y a d'autres espèces de hérissons qui existent, mais chez nous, c'est la seule espèce qui est présente. Tout le monde voit à peu près à quoi il ressemble. Il faut savoir que son poids peut varier en fonction de la période de l'année, puisque quand il sort d'hibernation au printemps, il a perdu une partie de ses réserves, donc il peut peser quelques centaines de grammes, alors 600, 700 grammes. Les jeunes pèsent également un poids assez faible, et puis jusqu'à 1,5 kg quand ils ont fait pas mal de réserves avant de partir en hibernation. Il faut savoir que c'est un animal nocturne aussi. Bon, par contre, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont tourné sur le fait de croiser un hérisson en pleine journée. Donc, le hérisson est un animal nocturne, mais on peut le croiser en journée sous certaines conditions dont on parlera. Juste pour l'anecdote, les Anglais l'appellent le hedgehog. Littéralement, c'est le cochon des haies. Et ça, c'est certainement à cause des bruits qu'il fait. Donc, c'est un animal qui est très bruyant. Il renifle très, très fort. Il creuse quand il cherche un petit peu dans les feuilles. Ça fait beaucoup de bruit. Si bien qu'on peut, juste quand on l'entend, s'imaginer un gros animal. Moi, la première fois, quand j'étais plus jeune, je m'imaginais un sanglier. Non, c'était juste un hérisson qui faisait un bruit monstrueux. Donc voilà, c'est très, très bruyant comme animal. Et la chose qu'il faut savoir, puisque vous avez posé des questions sur ça, c'est que oui, le hérisson a des puces. On le sait. Par contre, le hérisson a sa propre espèce de puce, la sienne, qui ne s'épanouit que sur le hérisson. Donc, il en possède beaucoup, plusieurs centaines de puces par individu. Elles peuvent nous piquer, elles peuvent piquer l'homme, elles peuvent piquer les animaux domestiques. Par contre, elles ne s'établissent pas dessus. Donc, même si une puce saute sur votre chat ou sur votre chien ou sur vous, elle pourra piquer à la limite le hérisson, le chat ou vous, pardon, mais elle ne va pas se reproduire et vous infester ou infester le chat, comme ça peut être le cas des puces du chat. Donc voilà, c'est bien à noter que ce n'est pas transmissible. En termes de répartition, le hérisson est présent partout en France, à l'exception des zones de montagne, des zones de haute montagne. Donc, on en voit beaucoup moins au-dessus de 1000 mètres car les hivers sont trop froids et trop longs. Et en termes d'hibernation, ce n'est pas optimal pour cette espèce. Donc, on en rencontre beaucoup moins en hauteur. Par contre, on le trouve à la vigne, oui, à la ville comme à la campagne. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, on le trouve maintenant plus fréquemment en milieu urbain et périurbain, donc dans les villes, les villages, les bourgs, les hameaux et leurs périphéries, puisque ce sont des zones dans lesquelles ils trouvent plus facilement de l'alimentation. Vous imaginez bien que dans des zones d'agriculture intensive dans lesquelles il y a beaucoup de traitements, il n'y a plus d'insectes, le hérisson ne va plus trouver quoi manger et il va trouver plus facilement à manger dans les jardins, par exemple, où il y a beaucoup moins d'usage de pesticides depuis quelques temps. Il va également trouver plus d'endroits où gîter, donc où gîter, c'est-à-dire soit passer la nuit ou la journée pour lui, donc soit pour dormir sur une journée, soit pour hiberner tout l'hiver. Donc, il va trouver des haies, notamment dans les jardins ou dans les villages, ce qu'il trouvera beaucoup moins dans certaines zones d'agriculture intensive. Et surtout, il va trouver moins de prédateurs. Donc, on reviendra sur les prédateurs du hérisson. Juste pour vous montrer une petite carte. Comme je vous ai dit, donc le hérisson, on ne sait pas comment vraiment il se porte en France. Par contre, les petites cartes que vous voyez, celle de gauche, c'est les données de mortalité routière de hérisson qu'on a sur les bases de la LPO. Alors, ce que là, on voit, ça peut paraître effrayant, mais il faut se dire que c'est une toute petite partie de la réalité, puisque tout le monde ne signale pas un hérisson quand il en voit un mort au bord de la route. Donc, voilà, c'est assez inquiétant. On a du mal à estimer la mortalité routière réelle sur le hérisson, mais on sait que c'est une espèce qui est beaucoup impactée. Comme vous avez pu poser la question par rapport au confinement, oui, on pense qu'il y a eu beaucoup moins de mortalité cette année, au moins au printemps, du fait du confinement et de la limitation de la circulation routière. Après, voilà, ce n'était que provisoire et malheureusement, les collisions ont repris de plus belle dès la fin du confinement. Donc voilà, c'est des problématiques, notamment les collisions routières, dont on reparlera. Sur les prédateurs, donc vous nous avez beaucoup posé de questions sur quels étaient les prédateurs du hérisson. Alors, on va parler de prédateurs naturels. Donc, c'est bien ce qu'il faut noter, c'est que ce sont des prédateurs naturels. Ils ne menacent pas la survie de l'espèce. Ça fait partie de leur cycle naturel. Donc, le plus gros prédateur du hérisson, c'est le blaireau. C'est une espèce qui arrive à attraper les hérissons, à les ouvrir et à les manger. Ça fait partie de son régime alimentaire. Mais voilà, encore une fois, ça ne menace pas du tout la survie du hérisson. Le hibou grand-duc d'Europe est également une espèce qui arrive avec ses serres à attraper les hérissons, à les ouvrir. Et contrairement à ce qu'on pense, le renard roux est un prédateur, mais ce n'est vraiment pas le prédateur principal du hérisson.
C'est plutôt anecdotique, enfin, des renards qui mangent du hérisson. Ça peut être sur des jeunes hérissons notamment. Mais nous, on a collecté beaucoup de vidéos, de pièges photos qui montrent des hérissons et des renards sur les mêmes vidéos sans que le hérisson sans que le renard n'attaque le hérisson et sans que le hérisson n'attaque le renard d'ailleurs. Donc voilà. Et juste à noter, donc la petite photo que vous voyez à droite, c'est ce qui reste d'un hérisson après qu'un blaireau ou qu'un grand-duc l'ait attaqué. Ça ressemble vraiment à une bogue de châtaigne puisqu'il ne reste plus que la peau. Alors je suis désolée, c'est pas très glamour, c'est pas très sympa, mais voilà, c'est bon à savoir que souvent, si vous croisez ce genre de choses, c'est le résultat d'une prédation naturelle d'un animal sur du hérisson. Voilà donc sur les questions. La dernière chose que je tiens à préciser, donc c'est pas un prédateur naturel, mais on nous a posé beaucoup de questions sur le chat, à savoir est-ce que le chat est un prédateur du hérisson? Alors non, pas vraiment. Le chat n'est pas une grosse menace pour le hérisson. Il peut occasionnellement occasionner des dégâts sur les portées, on va dire. Il peut ramener un bébé hérisson. Ça, c'est possible, mais c'est vraiment pas, il n'y a vraiment pas de problème de cohabitation entre le chat et le hérisson. Les chiens sont un petit peu plus problématiques. Ça ne va pas être un prédateur, mais ça va plus être, ils peuvent causer des dommages au hérisson en essayant de l'attraper ou de jouer avec lui. C'est plus, voilà, on en reparlera, mais c'est pas vraiment c'est pas de la prédation à proprement parler. Donc voilà pour la partie vraiment globale sur le hérisson. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, je vous invite à les poser par écrit sur le chat. Et Clémence se chargera de les lire. Donc Clémence, si tu as des questions, n'hésite pas à me les donner. Et s'il n'y en a pas, eh ben, on peut passer à autre chose. Alors, une question toute fraîche. Le grand-duc avale le hérisson tout rond ou il l'ouvre comme le blaireau? Alors, non, c'est l'inverse. Il arrive à l'ouvrir avec ses serres. Il faut savoir que des serres de grand-duc, c'est énorme. Donc, il arrive à l'ouvrir. C'est très puissant surtout. Donc, non, il ne le gobe pas comme une grosse châtaigne, le pauvre. Non, non, il l'ouvre et il le mange, un peu comme le blaireau, à dire vrai. Quel est le temps de gestation? Ah, tout ça, on y reviendra après. On est dans la partie reproduction. Donc voilà, je vous invite, écoutez, on passe à la partie suivante et puis si jamais il y a d'autres questions qui arrivent, on les prendra de toute manière après également. On va parler alimentation pour l'instant. Donc pareil, vous avez été beaucoup à nous poser des questions sur que mange un hérisson. Alors, il faut savoir que le régime alimentaire naturel du hérisson, on pense souvent que la principale ressource, c'est les escargots et les limaces. Avant, les escargots et les limaces, c'est surtout les insectes, et notamment les coléoptères. Donc, il va manger les scarabées et leurs larves. Il mange beaucoup de larves également. Effectivement, il va manger également des insectes, des sauterelles, des criquets, des araignées. Donc, toutes sortes de larves, des plus dodus au moins dodus. Et il va manger également des escargots et des limaces. C'est pas juste une réputation, il s'en nourrit aussi. Donc voilà, il débarrasse un peu les potagers de ces espèces. Par contre, il ne se limite pas à ce régime alimentaire. Le hérisson est assez opportuniste. Donc, il va aller manger un petit peu tout ce qui peut lui tomber sous la dent, enfin tout ce qu'il peut trouver. Donc, il faut savoir qu'accessoirement, ils peuvent manger des petits rongeurs. Alors, ils ne vont pas forcément les chasser, mais ils vont manger des charognes ou des animaux vraiment pas bien. Il peut aussi profiter d'œufs, mais alors il ne va pas aller les chercher. C'est plus des œufs qui seraient tombés au sol par maladresse ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément il ne va pas aller manger vos œufs de poule. Alors ça peut exister, mais c'est vraiment très très accessoire. Puis c'est très gros un œuf de poule pour un hérisson. Donc voilà, il peut manger des charognes, ce genre de choses. Et contrairement à ce qu'on pense, il mange pas beaucoup de fruits. Alors ça lui arrive, c'est pareil, c'est un peu au gré des rencontres. Si jamais il tombe sur, par exemple, en cette période, c'est la période des figues qui tombent pas mal. Il peut aller manger des figues tombées au sol, mais c'est vraiment pas son régime alimentaire principal. Il est vraiment, on va dire, insectivore. Donc c'est vraiment son régime alimentaire de base, c'est de la protéine et pas du fruit. Donc voilà. Et la grosse question qui nous est arrivée souvent, c'est concernant donc l'alimentation du hérisson avec des croquettes. Alors, le positionnement officiel de la LPO concernant le nourrissage des hérissons, c'est que nous ne préconisons pas de nourrir les hérissons avec des croquettes. Globalement,
déjà, comme je vous dis, le hérisson est un insectivore. Il n'est pas fait pour manger des croquettes. Ce n'est pas un animal domestique, ça, on y reviendra. Et c'est surtout que nous n'avons pas d'études scientifiques qui montrent ni que ce soit bénéfique, ni que ce soit dangereux. Donc, nous, on ne préconise pas de nourrir le hérisson avec des croquettes. Par contre, ce qu'on préconise, comme pour tout animal, c'est vraiment de laisser une gamelle d'eau. Donc, une gamelle d'eau peu profonde, comme vous pouvez le voir, avec notamment un sous-pot de pot de fleurs, ça fait très bien l'affaire. Mais voilà, on ne préconise pas de le nourrir de façon artificielle. Par contre, ce qui peut et doit être mis en place à la place des croquettes, c'est vraiment une gestion écologique du jardin pour favoriser la présence des proies naturelles du hérisson et ainsi favoriser sa recherche et faciliter sa recherche de nourriture. Les croquettes, c'est des aliments qui sont vraiment très salés, qui contiennent majoritairement pour beaucoup des céréales et qui ne sont pas adaptés à son régime alimentaire. Par contre, une chose qui est très importante de noter pour tout le monde, tous ceux qui sont présents ici, et on essaye de le communiquer au plus grand nombre, c'est qu'il ne faut jamais donner de pain et de lait au hérisson. Ça peut le tuer, malheureusement. Alors, ils en raffolent, ils aiment beaucoup, mais ils ne le digèrent pas. Donc, ça peut leur créer des diarrhées importantes et causer leur mort. Donc, dans tous les cas, le pain et le lait, c'est surtout pas. Il ne faut surtout pas en donner au hérisson. Et globalement, même aux autres espèces, j'ai envie de dire, il n'y a pas nécessité de donner du pain et du lait aux autres espèces qui peuvent fréquenter les jardins. Les oiseaux non plus ne sont pas faits pour manger du pain et du lait. Donc voilà notre positionnement sur la question. Voilà, donc l'alimentation, on ne va pas aller plus loin. Il y a pas, voilà, vous savez ce qu'ils mangent. Après, sur le reste, c'est assez simple. Donc, je vous invite à poser vos questions. Et puis, moi, Clément, si donc, tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à les poser. Et j'y répondrai si je peux y répondre. Pas vraiment de questions en rapport avec l'alimentation pour le moment. Ah si, une question qui vient d'arriver. Peut-on donner des verres de farine ? Alors, je vous précise, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas spécialiste de l'alimentation du hérisson, je suis là vraiment pour conseiller. Donc, je vais vous dire ce que moi j'en sais et puis vous n'hésitez pas vraiment à lire un petit peu plein de choses. Donc, ce que j'en sais sur les verres de farine, c'est que oui, on peut en mettre, c'est pas, voilà, vous pouvez en mettre, mais on ne conseille pas non plus, c'est vraiment pas fait pour le hérisson. Ça ne va pas le tuer, mais c'est vraiment pas adapté, enfin, c'est pas adapté. De ce que j'ai lu sur les verres de farine, c'est que bizarrement, c'était très gras. Alors, je ne sais pas comment c'est fabriqué, ces verres de farine tout secs, mais la dernière étude que j'ai pu lire sur la question disait que c'était pas non plus, ça peut leur créer des carences. Alors, je ne sais plus exactement en quelle substance ça risque de leur créer des carences, mais c'est tout plein de choses sur lesquelles je peux me renseigner après et vous faire passer via le compte-rendu, on va dire, qui sera fait de cette présentation, toutes les réponses que vous aurez pour lesquelles je n'aurai pas de réponse instantanément, parce que je ne suis pas non plus une grande spécialiste de tous les aspects de la vie du hérisson. Carence en calcium, je vois. Oui, mauvais pour les os, oui. Alors, dans les questions. Un potager facilite-t-il sa venue ? Un grand oui. Un grand oui. On reviendra sur tout ce que vous pouvez faire au jardin. Un potager va faciliter sa venue. Après, est-ce que ça va l'attirer ? Ce n'est pas forcément le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'il peut y avoir dans le potager en termes de petites bêtes va être favorable à la présence de hérissons, oui. Alors, peuvent-ils manger plus ou moins de fruits, escargots ou insectes selon leur goût dans les milieux naturels ? Alors, je ne sais pas selon leur goût, je pense que c'est vraiment selon l'opportunité. Je pense que voilà, en période actuelle où il y a pas mal de fruits qui tombent, on peut voir les pommes, les figues en ce moment, ils sont plus amenés à en manger parce qu'ils en trouvent plus facilement. Après, est-ce que par goût, est-ce que certains hérissons sont plus attirés par des fruits ou des insectes? Je ne sais pas. En attendant, le fruit, c'est vraiment quelque chose d'accessoire dans son régime alimentaire, c'est pas la base. Alors, on nous demande que vaut la nourriture spéciale hérisson vendue en animalerie ? J'ai pas de réponse à cette question, vraiment. Sur le nourrissage artificiel, voilà, je vous ai présenté la position qu'on a à la LPO. C'est des choses qui doivent être étudiées au cas par cas. Globalement, nourrir artificiellement des animaux sauvages n'a pas un grand... Enfin, surtout avec
des choses qui ne seraient pas adaptées. Donc, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans cette nourriture spéciale hérisson. Les quelques paquets que j'ai pu voir, il y a beaucoup d'huile de poisson, notamment dans certains. Encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit adapté. Le mieux, c'est vraiment d'aménager son jardin, d'adopter des pratiques qui favorisent la présence de ces proies naturelles. C'est vraiment l'action numéro 1 à mettre en place si on veut aider le hérisson en termes d'alimentation. Alors, toutes les questions arrivent en même temps. Alors, je vois juste que mettre au jardin pour attirer les insectes. On en parlera dans la partie que faire au jardin pour aider le hérisson. Alors oui, le fait de faire un coin pour hiberner, pas besoin de mettre la nourriture dedans. Non, effectivement, mais de toute manière, donc voilà, comme dit, alors vous pouvez voir Anne-Laure, donc Anne-Laure Duguay est présente avec nous, qui est donc responsable de la médiation à la LPO. Et donc, ce qu'elle a bien répondu dans le chat, c'est que de toute manière, tout ce qui est nourrissage artificiel n'a pas lieu d'être pour nous, pour le hérisson. Donc, globalement, non, on ne met pas de nourriture dans un gîte à hérisson. Le but du gîte à hérisson, c'est de se reposer et pas d'attirer tous les hérissons pour qu'ils viennent y manger. Donc, voilà, sur la question du nourrissage artificiel, on va en rester là. Nous ne préconisons pas de nourrir de façon artificielle les hérissons avec des aliments qui ne sont pas adaptés vraiment à leur régime alimentaire. D'autres questions, Clémence? Des questions qui ont trouvé leur réponse sur le fait d'attirer les insectes. Comment attirer les insectes? Oui, laisser des friches. Planter des fleurs. Ouais, bah super, exactement. Donc, on va en reparler sur qu'est-ce qu'on peut faire au jardin. Mais voilà, ne pas tondre, laisser des zones non tondues, attirer les insectes, c'est vraiment voilà, ce qu'il faut faire. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Là, on va parler, alors, juste, hop, on va parler reproduction. Justement, savoir un petit peu comment ça se passe. Pour ceux qui étaient là au début, vous avez pu voir le petit film qui a abordé beaucoup d'aspects et beaucoup de questions que vous avez posées. Donc, n'hésitez pas à le re-regarder. Clémence, au pire, vous mettra le lien dans le chat. Vous pouvez, voilà, il y a beaucoup de réponses à vos questions. Donc, oui, sur la reproduction. Merci. Je vous invite à couper votre micro. Clémence, si tu veux désactiver les micros, je réactiverai le mien. Non. Ok. Je l'ai activé. Quand tu veux parler? Oui, ben, je sais pas, tu me dis. Merci de ne pas activer votre micro. Hop, donc j'ai désactivé le micro de tout le monde. Alors, concernant la reproduction, la saison du rut, donc la saison des accouplements, se déroule d'avril à septembre. Donc, c'est très, très long sur l'année. En gros, ça se passe du moment où ils sortent d'hibernation. Globalement, les mâles commencent à partir à la recherche d'une femelle jusqu'à un petit peu avant, jusqu'en septembre, donc avant qu'ils commencent à hiberner. Donc, la parade nuptiale se déroule un petit peu étrangement. Enfin, il n'y a pas vraiment de parade, mais comme ça a été montré en début de présentation, il n'y a pas vraiment de combat entre les mâles. Donc, les mâles peuvent se rencontrer, ils se chamaillent un peu, mais c'est vraiment pas très violent. Globalement, le hérisson n'est pas un animal très violent. Et une fois que les mâles ont fini leur joute, la femelle choisit comme pour beaucoup d'espèces, celui qui s'est le mieux débrouillé. Et s'ensuit une espèce de parade. Alors, dans certaines littératures, on lit ça, donc ils disent le carrousel du hérisson, c'est-à-dire que le mâle va tourner autour de la femelle pendant un certain temps. Donc, je pense que voilà, la vidéo doit fonctionner. C'est une vidéo en accéléré où on voit voilà, donc le mâle sent beaucoup la femelle et puis il va lui tourner autour pendant, mais ça peut durer vraiment longtemps. Jusqu'à ce que la femelle se décide et accepte donc de s'accoupler avec le mâle. Et effectivement, il y a des questions qui nous sont arrivées, à savoir mais comment se passe l'accouplement du hérisson avec cette toison de piquant? Ça ne doit pas être bien évident. Et effectivement, donc sur
quand on regarde en accouplement, donc on s'aperçoit que la femelle se met vraiment dans une position particulière, elle se cambre beaucoup et elle se colle le ventre au sol pour permettre au mâle de venir la monter sans danger pour lui. Il faut savoir que l'accouplement peut durer quelques minutes, voire un petit peu plus longtemps. Et il y a plusieurs accouplements qui sont possibles entre mâles et femelles. Par contre, une fois l'accouplement terminé, les partenaires se séparent. La femelle élève toute seule les jeunes et la femelle comme le mâle peuvent avoir plusieurs partenaires durant la saison. Ce n'est pas... Aimer, ça s'écrit comment? Ils ne sont pas, si on peut dire fidèles, monogames. Donc voilà. Donc j'ai une petite vidéo d'accouplement, alors on va le faire très, très rapidement. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran, hop, normalement... Ah ben non, c'est celle où ils sont un petit peu plus loin. Donc en gros, voilà, c'est vraiment, comme je vous dis, la femelle se couche au sol et puis le mâle la monte. Une fois que l'accouplement est terminé, que les partenaires se sont séparés, la femelle va chercher un gîte pour faire un gîte pour mettre bas et élever ses petits. Elle les élèvera donc toute seule. Et elle peut avoir 1 à 2 portées par an. Donc, vu que la saison dure d'avril à septembre, elle peut avoir une portée dès le début d'année, dès le mois de mai, et une portée un petit peu plus tard dans l'année. Donc, dans le courant du mois d'août, des portées peuvent être nées. Et il y a entre 4 et 7 petits par portée. Ça dépend. Le nid, donc l'endroit où elle va aménager son nid pour pour mettre bas et élever les jeunes, il se situe dans différents endroits. Donc souvent, c'est vraiment dans des endroits à l'abri, donc soit dans des espèces de... Beaucoup de gens qui nous ont témoigné de ça, sous des tas de végétaux, sous des haies, dans des gîtes artificiels, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment, elle aménage, la femelle va aller chercher de la mousse, des feuilles, des végétaux pour faire quelque chose de douillet, d'isolé, pour élever les jeunes. Alors, une question juste qu'on m'a posée et que je n'ai pas intégrée dans la présentation parce que je ne savais pas comment le faire, c'était comment se comporte le mâle à la rencontre de femelles et de petits. Eh bien, je ne sais rien. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Est-ce que c'est comme chez les lions où le mâle dévore les petits pour pouvoir se reproduire avec la femelle? Mais je ne pense pas. Donc, c'est une question qui restera sans réponse. Je suis désolée, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous formuler à cette question. Par contre, concernant les jeunes, on a beaucoup de questions qui nous ont été posées. Alors, déjà, une première chose, le jeune hérisson n'est pas un choupisson. Le jeune hérisson est un jeune hérisson. Il n'y a pas de nom particulier pour le jeune hérisson. Les Anglais ont un nom, mais nous, en France, voilà, on n'a pas de nom. Le mot choupisson a été inventé tout purement et simplement, mais ce n'est pas le nom officiel des jeunes hérissons. Les hérissons, donc les jeunes, sont aveugles à la naissance, comme quasiment tous les mammifères, et leur corps est entouré d'une espèce de membrane qui protège notamment la mère, pardon, des piquants lors de l'accouchement. Lors de la mise bas, les piquants sont mous, blancs, et les jeunes sont enveloppés dans quelque chose qui protège un petit peu la mère. Ils savent se mettre en boule au bout de 11 jours. Et ils apprennent à chasser très rapidement puisqu'ils commencent à sortir, à suivre leur mère dès l'âge de 4 semaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils quittent leur mère assez rapidement également. Donc après 7 à 10 semaines, ils sont déjà autonomes. Donc c'est pour ça qu'on peut croiser fréquemment dans les jardins et ailleurs des hérissons qui nous semblent petits. Mais il n'y a rien d'anormal à ça. C'est juste des jeunes hérissons qui viennent de quitter leur mère, qui sont en capacité de chasser et qui vont partir à la recherche de nourriture pendant la nuit. Malheureusement, comme j'ai beaucoup d'espèces, il faut savoir que il y a que 60 à 70% d'entre eux qui n'atteindront pas l'âge adulte, de fait de différentes menaces. Après, c'est une mortalité courante chez les animaux sauvages. Tous n'arrivent pas à l'âge adulte. Donc voilà sur la reproduction, en gros, comment ça se passe. Il y a quelques petites questions qu'on avait reçues auxquelles je n'ai pas forcément répondu. Il y a notamment, est-ce que les couples changent-ils de partenaire? Donc comme je vous l'ai dit, non, oui, il n'y a pas de couple chez le hérisson, c'est vraiment un accouplement et puis chacun se sépare et chacun va faire sa vie. Le mâle va chercher d'autres femelles et la femelle peut rencontrer d'autres mâles ou bien aller après aménager son gîte pour y élever des jeunes. Voilà pour la partie reproduction. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les formuler. Ah, Clémence, j'ai désactivé ton micro, excuse-moi, vas-y. Une question sur le temps de gestation.
Je ne sais plus. Je n'ai plus la réponse en tête, mais je vais la chercher. Si vous posez une autre question, en attendant, je vais chercher et je vous dirai ça après. La mère hérisson est-elle maternelle envers ses petits? Comme tout animal, elle s'occupe de ses petits. Après, voilà, elle s'en occupe bien comme tout mammifère et comme tout le reste. Maternelle particulièrement, ça, c'est des questions qui sont plus on va dire, à mettre sur le compte des humains. Les animaux élèvent leurs petits. Est-ce qu'ils sont maternels ou pas? Tout dépend de l'espèce et il n'y a pas de hérissons plus maternels les uns que les autres. C'est vraiment la façon dont les hérissons élèvent leurs jeunes. Après, elles s'en occupent pendant les quelques semaines où ils restent avec elles, puis après, ils se dispersent. Mais il n'y a pas, il y a pas particulièrement est-ce qu'ils sont maternels ou pas, ça ne s'applique pas forcément aux espèces sauvages, j'ai envie de dire. Alors, on nous dit que le temps de gestation, il est probable qu'il dure 35 jours. Eh bien, si vous le dites, je vous crois. Moi, il faut que le temps que je trouve la réponse, mais au pire, voilà, comme je vous dis, c'est des choses, j'ai pas tout en tête, mais je chercherai et puis je mettrai les réponses dans l'article qu'on mettra sur le site Hérisson avec la vidéo et l'enregistrement pour que vous puissiez avoir toutes les réponses que vous nous avez posées et pour lesquelles malheureusement je n'ai pas eu de réponse instantanément. Voilà, désolée. Alors, une question sur le réchauffement climatique et son impact sur le hérisson, notamment sur l'hibernation. Est-ce qu'il a un impact sur les petits et sur l'abandon des petits par la femelle? Alors, pardon, on va reparler de l'hibernation. Par contre, voilà, on n'a pas d'études actuellement sur le hérisson en particulier, sur ces impacts du changement climatique. J'ai envie de vous dire oui, mais ce ne sera pas une réponse forcément scientifique et étayée. Mais oui, on peut imaginer, comme pour les oiseaux, que le changement climatique, faisant un petit peu avancer ou reculer le début de certaines saisons, va avoir un impact sur le hérisson, puisqu'il va partir normalement en hibernation dès le mois de, ça dépend des endroits, mais octobre, novembre. Donc effectivement, si les saisons sont trop décalées, il y aura certainement un impact sur ces espèces. Après, de là à quantifier cet impact ou à le qualifier exactement, je ne pourrais pas vous répondre là aujourd'hui et même peut-être pas sur le futur parce que je n'ai pas d'éléments sur les hérissons en particulier. Clémence, par contre, j'ai désactivé ton micro. Donc réactive-le si tu veux parler. Oui. Alors, une question sur le... Alors, est-ce que la femelle peut mettre bas dans le même nid ou elle va hiberner par la suite? Bonne question. Je dirais oui, vraiment. Je ne pense pas trop m'éclairer là-dessus. Il faut savoir que les hérissons n'ont pas toujours les mêmes gîtes. Ils ont plusieurs gîtes. Ils ne dorment pas toujours dans le même et ils ne gîtent pas toujours dans le même pour élever leurs jeunes. Donc, ils ont tout un territoire sur lequel ils ont différents gîtes qu'ils trouvent soit à la journée, soit des gîtes qu'ils connaissent mieux. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de chose qui ferait qu'une femelle hérisson ne pourrait pas mettre bas dans un gîte qu'elle connaît déjà et dans lequel elle peut avoir hiberné ou dormi ou passé une journée. Il faut juste qu'il soit adéquat et qu'elle l'ait aménagé en fonction pour qu'il soit aménagé pour recevoir des jeunes. Alors, une question... Ah oui, alors... Alors, la gestation, juste excusez-moi, la gestation varie entre 31 et 39 jours. Voilà, j'ai la réponse. Super. Alors, on nous demande, c'est rien à voir. Si on nous demande la liste des vétos qui savent les soigner, je vais vous mettre la liste des centres de soins. Ouais, mais ça, on en parlera tout à l'heure. On en parlera après, ouais. Effectivement, voilà, il y a toute la partie sur que faire pour aider les hérissons, si jamais on croise un hérisson qui est en nécessité de soins. Donc tout ça, on en parlera avec tous les liens vers les personnes référentes qu'on peut avoir sur le site de la LPO et tout ça, on en parlera après. Alors, une question. Dans un milieu très urbain, avec peu de jardins aux alentours, est-ce qu'il... Ah oui, alors c'est sur le transport de hérissons vers un milieu plus sauvage et arboré. Ça sera abordé peut-être après aussi. Oui, on en reparlera après sur le fait qu'on ne se déplace pas à un hérisson. Voilà, mais on en reparlera après. Voilà, écoutez, si on a fini, on va passer à l'hibernation. Donc, ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide parce que... ça va, il est 18h15. Alors, sur l'hibernation, donc comme je vous disais,
Le hérisson donc, est une espèce nocturne qui, pour une grande partie, hiberne. Hop. Donc, j'allais dire, dès le mois d'octobre, ça dépend des saisons, mais ça dépend des années, mais dès le mois d'octobre, les hérissons peuvent commencer à chercher un endroit où hiberner. Alors, il va hiberner parce qu'il fait froid, mais il va hiberner surtout parce qu'il n'y a plus rien à manger. C'est comme les oiseaux qui migrent, c'est pas forcément parce qu'il fait froid, c'est parce qu'ils n'ont plus de ressources alimentaires. Le hérisson, c'est un peu pareil. L'hiver arrivé, tous les insectes, les larves, tout ce dont il se nourrit principalement va être beaucoup moins abondant et du coup, pour pouvoir survivre, lui, il migre pas, il hiberne. Donc, c'est à peu près à partir de l'automne, quand les températures commencent à arriver autour des 10 degrés et en dessous, bien sûr, que le processus d'hibernation commence à se mettre en place jusqu'au printemps. Donc, ça dépend aussi au printemps des dates. Globalement, en avril, ils sont tous sortis. Donc, c'est quand même étonnant. Même moi, quand je le lis, à chaque fois, je me dis, je me suis trompée. Sa température corporelle, qui est habituellement autour de 35 degrés 4, va passer à 4 degrés. Alors, c'est quand même pas beaucoup. Donc, ce qui en est dit, c'est qu'arriver en dessous de ça, il y a un risque pour l'animal, puisque quand on arrive vers les 3 degrés, 1 degré, il y a des risques de lésions au niveau des tissus. Donc, dans ce cas-là, il se réveille. Et son rythme cardiaque également diminue, puisqu'il ne va battre plus que 5 fois par minute. Donc, 4 degrés, 5 battements par minute. Par contre, ce qu'il faut savoir, et contrairement à ce qu'on pense, une fois que le hérisson est parti en hibernation, il ne va pas dormir d'une traite pendant 4 ou 5 mois. Cette hibernation va être entrecoupée de phases de réveil qui peuvent durer 15-20 minutes et il peut même être amené à changer de gîte des fois pour des raisons diverses. Par exemple, quand le gîte, on ne sait pas, il peut être dérangé, le gîte peut avoir pris l'eau, il peut avoir plein de choses qui le font changer de gîte. Donc, ils sortent quand même, on peut voir des hérissons pendant l'hiver. Ce n'est pas la période la plus fréquente, mais ça existe. Et par contre, comme je vous disais, peu importe les conditions, normalement, vers le mois d'avril, ils sont tous sortis d'hibernation. Jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Donc, avec le changement climatique, comme je vous disais, il y a des risques que ça influe sur cette phase d'hibernation, notamment. Je n'ai pas de chiffres concrets à vous donner pour l'instant. Donc, voilà sur comment ça se passe, on va dire. Et où est-ce qu'il hiberne? Donc, il va hiberner dans des endroits, donc il va se construire un gîte douillet, isolé, avec de la mousse, des végétaux. Donc, il va construire ce gîte sous des arbres ou des arbustes ou des boisements. Donc, généralement, ça peut être dans des haies, sous des amas de branches ou des amas de feuilles mortes. C'est pour ça qu'on dit, même si c'est illégal maintenant, mais de faire très attention quand on va brûler un tas de feuilles, de ne pas brûler un hérisson. C'est malheureusement des causes d'accueil en centre de soins qui existent. Également, quand on a un tas de branchages et qu'on veut le jeter, donc vraiment faire attention qu'il n'y a pas un hérisson en plein hiver qui hiberne, en plein hiver et puis pas en plein hiver d'ailleurs, mais en plein hiver qui hiberne sous un tas de branches, un tas de feuilles. Ça peut être un tas de végétaux, un tas de tonte aussi qui peut être utilisé. Il peut également donc hiberner dans des endroits un petit peu plus insolites. Donc, on peut avoir sous des palettes, sous des tas de bois, sous des tuiles, comme on peut voir là, dans des endroits un petit peu plus fermés. Donc, on peut avoir dans des granges, dans des écuries, vraiment tous les endroits où il peut construire un nid douillet, isolé et à l'abri, on va dire, des intempéries. Donc voilà, partout où vous pouvez le trouver. Donc en gros, ça peut ressembler à ça. Dans un espèce de tas de végétaux comme il y a là, donc avec une petite entrée, il va creuser, il va faire son petit gîte à l'intérieur. Et pour l'aider à hiberner, puisque vous avez été nombreux à nous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider. Donc, vous pouvez lui proposer des lieux pour hiberner, donc naturels ou artificiels. Vous allez voir, ça va tourner toujours autour des mêmes sujets sur comment aider le hérisson. Globalement, comment aider le hérisson, c'est essayer de lui procurer ce dont il a besoin, de la nourriture, de quoi se loger, et puis c'est tout. Donc pour le gîte, pour l'hibernation, c'est lui procurer un gîte. Donc soit vous laissez des haies, soit vous laissez des tas. Idéalement, vous pouvez très facilement laisser juste un tas de branchages. Il n'y a pas besoin d'acheter un gîte ou d'en construire. Vous laissez juste un tas de végétaux, comme je vous dis. Et si par hasard, vous dérangez un hérisson en hibernation, ça
peut arriver malheureusement si on n'a pas pensé qu'il pouvait être installé sous un tas de bûches ou sous une palette ou ce genre d'endroit. Donc, dans la mesure du possible, si vous le voyez, surtout vous repositionnez son gîte comme il était et vous le laissez tranquille. Vous essayez de voir un petit peu ce qui se passe, mais sans le déranger. Et si jamais il a été trop dérangé, comme je vous disais, il cherchera un autre gîte. Donc, il va se réveiller petit à petit et puis il va aller chercher un autre gîte. Donc, laissez-le faire et il trouvera. On nous a demandé des informations sur comment nettoyer un gîte. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire de nettoyer un gîte. Le hérisson s'en chargera tout seul. Par contre, s'il y a des personnes qui veulent nettoyer un gîte à hérisson, surtout, donc bien sûr, ne pas le faire en dehors pendant la période d'hibernation. Ne pas le faire en pleine journée non plus, puisque c'est en pleine journée qu'ils vont les habiter. Donc, essayez de privilégier la période avril-mai plutôt, quand on est sûr qu'ils sont sortis, et puis vraiment bien vérifier avant qu'il est vide. Mais bon, globalement, je vous inviterai à pas trop les nettoyer parce que, comme je vous ai dit, ils peuvent réutiliser des gîtes d'une nuit sur l'autre. Donc, si chaque nuit, il faut qu'il recommence à remettre ses feuilles et son machin, c'est pas génial. Par contre, voilà, les personnes qui nous ont demandé poser ces questions, c'était par rapport aux crottes. Alors, je suis pas sûre qu'il fasse ses crottes dans son gîte. Mais voilà, globalement, il n'y a pas nécessité de nettoyer un gîte à hérisson. Il gérera ça très bien tout seul. Voilà sur l'hibernation. Donc, si vous avez des questions, Clémence, je te laisse prendre la main. Alors, si on voit un hérisson en plein hiver, que conseillez-vous? De surveiller ce qu'il fait, mais de le laisser tranquille. Voilà, il peut avoir été dérangé, il peut juste chercher un autre gîte. Donc, regardez-le, mais laissez-le tranquille. Il n'est pas nécessaire d'intervenir si on croise un hérisson en plein hiver. Alors, bien sûr, si on croise un hérisson blessé, sanguignolant ou quoi que ce soit, oui, mais juste un hérisson qui passe à la recherche d'un autre gîte, le mieux, c'est vraiment de l'observer, de voir comment il se comporte sans le déranger et puis de le laisser faire sa vie de hérisson. Alors, on nous dit que la présence de croquettes pour chat empêcherait l'hibernation. La personne remarque des traces de terre de temps en temps. Elle remarque aussi chaque passage de hérisson. Alors, sur les croquettes, ça n'empêche pas l'hibernation puisque en Angleterre, ils nourrissent les hérissons et les hérissons hibernent toujours. Mais globalement, comme je vous le disais, voilà, nous ne conseillons pas de mettre des croquettes. Donc, que ça empêche l'hibernation ou non, le mieux, c'est de ne pas en mettre. Alors, je pense qu'il faudrait faire un petit point aussi sur le fait de mettre de l'antipuce ou de l'antitique. Oui, on en parlera de ça également. Donc, voilà, on va en parler sur quoi faire quand on croise un hérisson. Le hérisson n'est pas un animal domestique, on n'intervient pas sur lui, mais on va en parler. Patience. Voilà. Oui, je viens de voir des questions. Oui, je viens de voir, est-ce que si on fabrique un gîte, on peut y mettre des feuilles mortes et des branchages? Non, pas forcément. Le mieux, c'est de le laisser faire. Il va aménager lui-même avec ce qui lui convient le mieux. Par contre, j'ai vu une astuce, je ne sais plus où, la dernière fois, d'une personne qui disait que pour savoir s'il y a un hérisson qui habite dans son gîte, elle mettait, alors c'est peut-être, ça vaut ce que ça vaut, hein, elle mettait comme une petite boule de journal juste un petit peu devant l'entrée, mais pas en bouchant l'entrée, mais juste devant. Et généralement, s'il y a un hérisson, il va la déplacer, soit il va la rentrer, soit il va la déplacer pour y accéder. Donc, ça peut être une petite anecdote pour ceux qui n'ont pas de piège photo ou de choses comme ça et qui n'ont pas envie de rester toute la nuit à regarder si leur gîte est occupé, de voir s'il y a un hérisson, voilà, de mettre une petite boule de papier journal pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, j'ai fait le tour des questions. Ok. Oui, c'est sur l'installation des cabanes à hérissons, mais ça sera peut-être dans les petits aménagements. Oui, on en reparlera. Il y aura notamment des plans pour construire des gîtes. Donc, on va en parler. On va passer à la suite. Je ne sais plus ce que c'est. Oui, territoire et cohabitation. Le hérisson, alors beaucoup de gens se disent « Ah, j'ai un hérisson dans mon jardin, j'ai un hérisson dans mon jardin ». Non, vous avez certainement beaucoup de hérissons dans votre jardin. Le hérisson parcourt plusieurs kilomètres par nuit et il a un territoire qui peut faire plusieurs hectares. Donc, le hérisson que vous pensez voir dans votre jardin, il n'est peut-être pas tout seul. Il est très certainement d'ailleurs pas tout seul. Et il parcourt, voilà, il visite beaucoup de jardins pendant une nuit.
pour chasser, puisque voilà, il se déplace à la fois pour chercher des partenaires de reproduction et pour chasser. Donc pour chasser, il va se servir très peu de sa vue. Alors on dit que le hérisson est miro, mais il n'est pas forcément miro. Il a juste une mauvaise vue. Par contre, il se sert beaucoup de son odorat et de son ouïe pour chasser. C'est principalement grâce à ça, il arrive à entendre des choses improbables, comme là c'est écrit, il peut entendre des vers de terre se glisser sous des feuilles mortes, il peut entendre, il est question qu'il puisse entendre des ultrasons également de certains insectes. Donc voilà, c'est vraiment grâce à son ouïe et son odorat qu'il va chasser. Et hop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une espèce territoriale. Donc voilà, vous en avez plusieurs dans votre jardin, c'est parce que les hérissons, leur territoire, alors ils ont un territoire, mais qui s'entrecoupe avec le territoire de plein d'autres congénères, mâles ou femelles. Les territoires des hérissons se chevauchent. Donc ils ne défendent pas leur territoire très vaillamment. Globalement, c'est des espèces très pacifiques. Ils vont pas rentrer dans des combats violents. Globalement, quand ils croisent un congénère, ce qui se passe, c'est qu'ils émettent des espèces de soufflements. Donc, si vous l'entendez sur la vidéo, je vais juste me taire 2 secondes. Donc, je ne sais pas. Voilà. En gros, si vous ne l'entendez pas, c'est juste du pour faire fuir les collègues. Généralement, entre quelques soufflements, quelques coups de museau, ça suffit. Les affrontements plus violents qu'on peut observer, et on peut en observer, c'est soit en présence de femelles, soit en présence de nourriture. Mais globalement, voilà, c'est pas un gros combattant. Et il partage très facilement son territoire. C'est pour ça qu'on en voit autant passer dans son jardin. Alors, juste quelques questions comme ça prises dans la liste auquel je n'ai pas répondu. On nous a demandé, on disait que mon voisin a un hérisson dans son garage. Alors, c'est pas enfermé dans son garage, hein, on est d'accord. Comment en attirer un deuxième? Alors, on ne peut pas attirer de hérisson dans un jardin. Il viendra s'il le souhaite. On peut aménager son jardin pour l'attirer, pour qu'il puisse venir. Mais on ne peut pas l'obliger à venir. Est-ce qu'il reste dans le même secteur s'il se sent bien? Oui, donc il a quand même un territoire défini, donc vous dites quelques hectares. Après, il va bouger. La carte que vous voyez là sur la droite, c'est une carte faite par mes collègues de la LPO Drone, qui ont travaillé sur des hérissons qu'ils ont équipés de balises GPS et qu'ils ont suivis pendant une nuit. Et donc ça, c'est un déplacement sur une nuit. Donc on voit bien que le hérisson visite pas mal de jardins. Et ça, c'est une seule nuit. Si on voit les nuits suivantes, on voit qu'il visite encore plus. Donc il reste sur un territoire s'il s'y sent bien, mais c'est un territoire qui est assez vaste. Donc voilà, donc on peut pas les inciter à rester dans son jardin. Le hérisson est un animal sauvage, donc on ne peut pas le garder dans son jardin. Et enfin, c'est comment savoir s'il y a du hérisson dans notre jardin? Alors, à part, soit vous avez le choix, vous surveillez la nuit ce qui se passe et vous restez à regarder et à écouter surtout parce qu'il va faire plus de bruit. Vous pouvez regarder les crottes. Donc, les crottes de hérisson sont assez caractéristiques. Elles ressemblent à la photo qu'il y a là. Donc, elles sont noires. Oh, pardon, excusez-moi. Elles sont noires, cylindriques. Elles font quelques centimètres de long. Donc, vous pouvez chercher les crottes. Et sinon, si vous avez envie d'investir, vous pouvez investir dans un piège photo. Ça marche très bien pour les hérissons. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des vidéos d'ailleurs et vous pourrez voir les hérissons et puis pas que qui viennent potentiellement fréquenter votre jardin. Voilà, mais si vous voulez pas investir, le mieux c'est de chercher les crottes, à part ça, et d'ouvrir l'œil et l'oreille. Et une question, donc voilà, je ne vais pas avoir de réponse particulière, mais on nous demande beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les déplacements du hérisson au niveau des aménagements urbains. Alors, c'est des questions justement que mes collègues de la LPO Drone se posent et sont encore en train de se poser parce que l'étude, elle est en cours. C'est pour ça qu'ils ont équipé 10 hérissons avec des GPS. Ils les ont suivis pendant un certain temps pour voir comment ils se déplaçaient en milieu urbain, justement, voir où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui les gêne, pour essayer d'en tirer des conclusions et d'aller justement voir les aménagements
aménageurs urbains, les mairies, les communautés de communes, pour leur présenter ces résultats et justement voir qu'est-ce qui peut être fait en matière d'urbanisme pour faciliter le déplacement du hérisson et éviter les collisions, éviter qu'il reste coincé peut-être sur certains trottoirs, certaines barrières, certaines choses comme ça. Donc, on est en attente de ces résultats. Ils seront partagés sur le site de l'enquête hérisson. Ça arrivera certainement début d'année prochaine. Donc voilà, on est impatient pour pouvoir, nous aussi, à l'échelle nationale, aller porter un peu ce message auprès des aménageurs et essayer d'améliorer la condition du hérisson en ville, puisque c'est, comme je vous disais, c'est en ville et en zone périphérique qu'on en croise le plus actuellement. Voilà. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Je crois qu'il y en a certaines auxquelles je n'avais pas répondu. Non, c'est bon. Clémence? Oui, pardon, je fais le tour des questions. Alors, il y avait une question sur comment le hérisson migrait en ville, mais justement, elle a trouvé sa réponse parce que tu viens d'en parler. Notamment, oui, parce que la personne demandait si tous les voisins autour ont clôturé leur jardin avec des murs en béton. Voilà, comment il fait? Il ne sait pas. C'est une grosse problématique actuellement sur le hérisson. C'est essayer de faciliter le déplacement du hérisson. Donc, c'est ouvrir, on en parlera, c'est ouvrir des passages dans les clôtures, dans les murets pour leur faciliter leur libre circulation, qu'ils puissent chasser, trouver des partenaires et se déplacer. Donc, voilà, c'est vraiment une problématique importante sur cette espèce. Nos voisins anglais ont fait un gros travail là-dessus. Ils ont créé des espèces d'autoroutes à hérissons, donc c'est quelque chose vers lequel on aimerait bien aller. Après, c'est quelque chose qui doit être développé, donc ça prendra du temps si on va dans ce sens. Mais eux, ils ont vraiment fait des autoroutes, donc c'est interconnecter les jardins ensemble pour, moyennant un tout petit passage d'une douzaine de centimètres, pour que les hérissons puissent circuler librement entre tous les jardins. Et ça fonctionne très bien. En plus de créer une dynamique pour le hérisson, ça crée aussi une dynamique en termes de voisinage. Donc, c'est une démarche qui est très intéressante. Donc, voilà, on aimerait bien aller dans ce sens. On essaye de sensibiliser les gens dans ce sens, mais c'est pas évident de dire aux gens ouvrez vos clôtures pour que des petites bêtes puissent passer à l'intérieur. Voilà. Alors, on nous demande si le hérisson est capable de grimper en hauteur, de passer de mur en mur entre deux jardins. Alors, il est capable de grimper dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire qu'il ne va pas grimper un mur en parpaing. Par contre, il peut grimper des petits murets ou des murs de pierre, du moment que ceux-ci sont un peu, si dessus il y a un petit peu de végétation, il arrive assez facilement à grimper des petits murets en pierre ou des petits murets. Mais par contre, un muret lisse en parpaing ou en crépi, non, il n'arrivera pas ni à sauter, ni à grimper. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aménager des passages, de soulever les clôtures, donc une 10-12 cm, ça suffit, de faire des petits passages dans les palissades en bois et d'essayer de créer cette espèce d'interconnexion des jardins pour qu'ils puissent passer. Il faut savoir qu'ils arrivent à passer notamment sous des portails, par exemple. Le portail, s'il n'est pas collé au sol, s'il est à une petite dizaine de centimètres du sol, certains hérissons vont réussir à passer. Donc voilà, il faut penser à tout ça quand on construit ou quand on clôture, ou mettre du grillage qui est perméable, du grillage notamment avec des grosses mailles, du grillage à moutons, comme on appelle ça, pour que les hérissons, et pas que les hérissons d'ailleurs, d'autres animaux de la faune sauvage puissent circuler librement. On nous dit 5 cm de hauteur. Il arrive à se glisser dans 5 cm. Il arrive à se glisser dans 5 cm. Il arrive à se glisser, mais des fois, il reste coincé. On sait que sur les grillages rigides, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, les grillages durs qui sont avec des mailles qui font effectivement 5-6 cm, le hérisson arrive à passer, sauf que malheureusement, souvent, il reste aussi coincé et ça occasionne beaucoup de blessures et de morts par blessure interne ou juste parce que personne ne le trouve et qu'il meurt là, lentement, horriblement. Mais sinon, voilà, il arrive à passer, mais ça peut lui occasionner des blessures internes. Donc vraiment, c'est essayer de privilégier soit les grillages à grosse maille, soit de faire des petits passages par endroit pour qu'il puisse passer facilement. Voilà. Alors justement, une personne nous dit qu'elle a retrouvé un hérisson mort entre deux mailles de grillage, 5 cm environ.
Elle demande quelle est la largeur minimum requise, 12 cm, Oui, c'est à peu près, l'interrogation. ouais. Ouais. Et Oui. si on ne peut pas, peut-on protéger? Et si oui, sur quelle hauteur minimum prévoir? Oui, vous pouvez protéger. Après, il faut protéger sur une trentaine de centimètres au minimum, parce que si vous protégez avec du grillage, il va pouvoir réussir à grimpouiller ou à s'agripper. Donc voilà, c'est essayer de faire attention à ça effectivement. Malheureusement, ça arrive souvent et c'est une cause d'accueil aussi fréquente en centre de soins. Une question, savoir sur sa souplesse. Est-ce qu'il est souple, le hérisson? Oui, il est relativement souple. Alors, tout dépend de ce qu'on entend et de ce qu'on imagine qu'il peut faire. Mais c'est vrai qu'il arrive à se gratter. On a tendance à penser qu'ils n'arrivent même pas à se gratter ou avec leur piquant et tout. Non, non, ils sont quand même assez souples. Par contre, c'est pas des contorsionnistes. Ils vont pas réussir à passer dans des tout petits espaces ou à faire des mouvements trop étranges. Mais oui, oui, ils sont pas. Vous avez vu comment ils arrivent à se replier en boule. Donc, ça dénote quand même une certaine souplesse. Mais par contre, souple ou pas, selon où il est coincé, il restera coincé. Malheureusement, c'est souvent le cas. Alors, on nous demande si on fait des petits passages, est-ce que le hérisson trouvera facilement le passage vu qu'il voit mal? Oui, ils arrivent à trouver. Enfin, franchement, j'ai échangé avec mes collègues anglais sur la question et les passages qu'il y a dans les jardins, enfin, qu'ils font dans les jardins, ils les trouvent facilement. On a des collègues de la LPO qui en ont fait aussi. Et franchement, une fois qu'ils les ont trouvés, ils les utilisent très, très fréquemment. Donc, oui, oui, il ne faut pas hésiter à en faire, vraiment. Voilà. Bon, on va passer à la suite si vous voulez. Puis ah, t'en as encore une? Sinon, on y reviendra. Non, pardon, non, non. Okay. Parfait. Bon, allez, on va passer à la suite. Voilà, donc effectivement, comme j'ai pu le voir dans la conversation et comme on l'a rappelé, le hérisson est un animal sauvage. Il faut bien se garder ça à l'esprit. Le hérisson est un animal sauvage. Ce n'est pas un animal domestique, semi-domestique ou quoi qu'on veut. C'est pas parce qu'il visite nos jardins que ça en fait un animal. Excusez-moi. Non, je m'excuse, mais je suis obligée de désactiver les micros. Si vous voulez vraiment poser une question, posez-la par chat. Donc, le hérisson est un animal sauvage protégé. Alors, des questions qu'on a reçues sont un peu celles-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir un hérisson dans son jardin? La réponse, c'est rien. Un hérisson ne doit pas être retenu dans un jardin. En plus de nuire à sa vie, ça nuira aussi à la survie de son espèce parce qu'il ne pourra pas aller se reproduire avec des congénères. Donc, juste pour information, il faut garder à l'esprit que c'est un animal qui est intégralement protégé par la loi. Donc, il est interdit, bien sûr, de le détruire, de le tuer. Mais bon, je pense que les personnes qui sont ici ne sont pas là dans cette optique. Mais il est également interdit de le déranger, de le perturber ou de le déplacer. Donc, il faut savoir que voilà, c'est un animal qui est protégé. Alors souvent, en voulant bien faire, et ce qui est le cas de souvent la majorité des personnes, on peut faire plus de mal que de bien. Donc, bien sûr, conserver chez soi un animal est interdit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que conserver chez soi un hérisson blessé le temps de le soigner est également une infraction. Et comme je le répète, je suis pleinement consciente que ça part d'un très bon sentiment et que les personnes ne veulent pas mal faire. Mais il ne faut pas le faire. Il faut vraiment contacter un centre de soins habilité. Donc, je vous expliquerai où trouver la liste dès qu'on trouve un animal mal en point. Et il est totalement interdit de le retenir dans son jardin en l'empêchant de partir. Voilà. Tout ça, vous le retrouvez dans le guide. Donc, par exemple, ça, c'est une page du guide qui vous explique voilà, pourquoi le hérisson est protégé et comment ça se passe. Alors, que faire si je croise un hérisson? Beaucoup de questions tournent autour de cette question. Alors, avant toute chose, je tiens à le préciser, il faut observer l'animal sans le déranger pour savoir s'il est vraiment en danger. C'est la première chose à faire. On ne se précipite pas, on ne le dérange pas, on regarde, on observe tranquillement. Je ne suis pas habilitée à donner des conseils au cas par cas à toutes les questions que vous avez pu me poser et que vous allez certainement poser. Les centres de soins pour la faune sauvage et les vétérinaires spécialisés sont des structures habilitées pour vous donner des conseils. Chaque cas est différent.
Chaque situation est différente et nécessite vraiment une réponse adaptée. Donc là, je vais vous dire en gros les lignes directrices. Et après, dès que vous trouvez un animal en détresse, en vraie détresse, il faut contacter des personnes qui vous donneront les bons conseils pour faire bien les choses. Donc voilà, comme je vous disais, la première chose à faire, c'est d'apprécier la situation. La situation est normale si vous trouvez un hérisson en centre-ville. Donc, comme je vous ai dit, le hérisson en ville, c'est courant. Il peut se trouver facilement de la nourriture, il a moins de prédateurs, donc en ville, il se porte bien. On ne va pas s'inquiéter si on en voit un en ville, s'il semble bien. Si on trouve un hérisson en train d'hiberner en hiver, dans son garage ou ailleurs, on ne s'inquiète pas. Si on voit un hérisson se déplacer en pleine journée, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Un hérisson vu en pleine journée n'est pas forcément en détresse. C'est un peu comme pour l'hibernation. En pleine journée, un hérisson peut se déplacer. Il peut avoir été dérangé de là où il était. Il peut, quand les journées sont très longues, comme en plein été, sortir plutôt un petit peu plus tôt le soir ou un peu plus tard le matin, donc c'est ça, quand le soleil est levé. Souvent, ça peut exister aussi, ça peut être des mamans qui vont chercher, qui sont sur le point de mettre bas et qui vont chercher encore des matériaux, ou des mamans qui essayent de prendre un petit peu de repos quand les jeunes dorment en journée. Donc, si on voit un hérisson en pleine journée, on regarde s'il est vif, s'il se déplace, s'il se met en boule, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Du moment qu'il est vif et qu'il semble alerte, il n'y a pas de souci. Par contre, la situation peut être anormale si vous voyez un hérisson qui est immobile en pleine journée. Donc, effectivement, si on trouve un hérisson en plein soleil, qui semble pas bien, qui semble mou, qui semble pas alerte, donc s'il se déplace, voilà, on va essayer de l'observer pour voir comment il agit et voir s'il est vraiment en danger ou pas. Si on trouve des jeunes qui se baladent seuls, ça peut être aussi une situation anormale. Par contre, c'est pareil, il faut bien attendre pour voir ce qui se passe, voir si la mère n'est pas dans les environs, tout simplement, avant d'envisager de faire quoi que ce soit. Enfin, la situation est anormale et dans ce cas-là, il faut réagir si on voit un animal blessé, donc effectivement coincé dans un grillage, avec une plaie, tout ça. Voilà, là, la question ne se pose pas, l'animal est en détresse. Par contre, si l'animal et si le hérisson est couvert de mouches ou d'œufs ou de larves, il y a un souci. Donc pareil, s'il semble sous, il y a des fois des hérissons mal en point semblent sous l'effet de l'alcool, un peu titubants, pas alertes. Donc là, c'est des hérissons qui ont un souci. Et comme je vous disais, si vous voyez un hérisson en pleine journée qui semble faible, qui ne bouge pas, qui ne se met pas en boule, là, il y a un risque, il y a un danger, donc il faut intervenir. Mais uniquement dans ce genre de cas. Chose que j'ai oublié de vous préciser plus haut, c'est qu'à noter, c'est que la présence de tiques sur le hérisson ne nécessite pas d'intervention. Le hérisson, comme je vous disais, c'est un animal sauvage. Tous les animaux sauvages ont des tiques. Et un hérisson en bonne santé aura des tiques qui ne menaceront pas sa vie outre mesure, comme tout animal sauvage. Donc, on n'intervient pas, on n'attrape pas un hérisson s'il a des tiques pour lui enlever les tiques. Il y a plus de risques qu'autre chose. Donc, si vous trouvez un hérisson dans une situation anormale, donc comme je disais, en plein jour, apathique, faible, un peu saoul ou blessé, l'idée, c'est vraiment de le prendre avec des gants, de le mettre dans un carton troué avec une litière de journaux, et un tissu, alors idéalement un tissu polaire, si vous avez, ou une serviette éponge si vous n'avez pas de polaire, de l'installer donc délicatement à l'intérieur, de le mettre dans une pièce calme et de contacter immédiatement un centre de soins de la faune sauvage qui vous donnera, comme je vous disais, les conseils adaptés à la situation. Toutes les situations sont vraiment différentes, donc je ne peux pas vous donner une règle là, il faut faire comme ça et pas autrement. Par contre, il n'est pas conseillé ni de nourrir ni d'hydrater l'animal. On peut aggraver son état selon ce qu'il a. Donc vraiment, vous le mettez dans un carton et vous contactez au plus vite quelqu'un qui pourra vous donner des conseils. Concernant les jeunes, on peut beaucoup entendre que si on voit un jeune tout seul, il est en danger, il faut intervenir. Ce n'est pas forcément le cas. Comme je vous disais, les hérissons sont indépendants très vite, donc ils sont assez petits quand ils sont indépendants. Donc, un jeune hérisson peut être en bonne santé et vadrouiller tout seul. S'il est réellement en détresse, il faut déjà, donc, si on pense qu'il est en détresse, il faut déjà surveiller. Est-ce qu'il y a ses parents ? Peut-être qu'il y a ses parents autour, donc vraiment surveiller avant d'agir. Dans tous les cas, il faut bien garder à l'esprit que si un jeune hérisson est élevé
par ses parents, enfin, sa mère, il aura beaucoup plus de chances de survivre qu'en centre de soins. C'est malheureusement le cas. Et du coup, sont considérés comme jeunes hérissons. Donc, par exemple, voilà, des hérissons roses qui ont encore les yeux fermés. C'est des hérissons qui ont moins de 2 semaines, par exemple, et qui ont une taille inférieure à 20 cm. Par contre, on ne dérange pas un hérisson pour le peser. Si on croise un hérisson, qui nous paraissent jeunes ou pas jeunes, on ne va pas l'attraper pour aller le peser. Voilà, comme je vous disais, manipuler un hérisson, c'est interdit, mais bon, quand bien même, c'est juste que ça ne sert à rien, ça va le déranger. Donc, on ne manipule pas un hérisson ni pour le peser, ni pour lui mettre de l'antipuce, ni pour lui enlever des tiques. On le laisse faire sa vie de hérisson. Le fait qu'il ait des puces, c'est tout à fait naturel. Et du coup, sur les jeunes, voilà, il y a vraiment une précaution à prendre, très, très importante sur les jeunes, de ne pas intervenir et ramasser des jeunes sans raison vraiment concrète qui ferait qu'ils seraient menacés. Voilà. Et donc voilà, je vous disais qui contacter. Alors c'est difficile des fois de trouver qui contacter. Moi, la première, ça m'est arrivé plus d'une fois de ne pas savoir et de ne pas réussir à trouver. Donc vous pouvez, sur le site de la LPO, il y a une page où vous pouvez avoir, donc là vous voyez uniquement les centres de soins LPO, mais par contre vous trouverez sur cette page un lien qui vous donnera accès à tous les membres du réseau des centres de soins de la faune sauvage qui sont habilités à vous donner des conseils, donc partout en France, dans toutes les régions. Alors plus ou moins loin de chez vous, il n'y en aura pas forcément un qui sera là, à 2 km de chez vous. Mais souvent, les centres ont des réseaux pour rapatrier les animaux blessés jusqu'au centre. Donc vraiment, c'est appeler dès que vous avez un doute, quand vous trouvez un animal en détresse, voilà. Mais si vous avez un doute, ne ramassez pas l'animal. Posez-vous des questions, posez la question à un centre habilité et après agissez. Ce serait dommage d'agir sur un animal qui n'a pas besoin qu'on le dérange. Voilà. Et une question que j'ai eue, alors un vétérinaire peut-il refuser de sauver ou d'abréger la souffrance d'un hérisson agonisant? Je sais, mais je ne suis pas pro des vétérinaires, que tous les vétérinaires ne sont pas habilités tous à accueillir de la faune sauvage. Donc oui, un vétérinaire peut refuser d'accueillir un hérisson parce qu'il n'est pas habilité pour ça, il n'en a pas le droit malheureusement. Donc voilà, ça peut arriver, il ne faut pas forcément s'en offusquer. Voilà. Donc juste la dernière chose avant de passer aux questions, si vous en avez, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions sur comment créer une structure pour aider les hérissons, un centre de soins. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'agir, donc je comprends tout à fait. Et puis c'est des structures voilà, qui sont peu nombreuses, qui sont très, très utiles, mais voilà, c'est difficile à gérer. Donc, créer un centre de soins, c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de démarches qui doivent être faites. Il faut déjà que la personne qui souhaite ouvrir un centre soit titulaire d'un certificat de capacité qui est délivré par l'administration. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un certificat qui vous permet de faire votre projet. Donc, ça dépend, voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais voilà, ça doit être passé une demande doit être faite auprès de l'administration et les textes précisent qu'il faut 2 ans d'expérience salariée ou bénévoles apparemment peuvent être acceptés, mais ça doit être fait donc auprès de la délégation départementale de la protection des populations. Et il faut également des bâtiments adaptés, donc c'est pareil, il y a des procédures pour ouvrir des bâtiments, des choses à respecter. Tout ça peut sembler vraiment très contraignant, mais il faut savoir que voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut être formé, il faut savoir, il faut connaître le hérisson et pas que le hérisson d'ailleurs. Souvent, c'est des centres qui accueillent beaucoup plus que du hérisson. Il faut connaître voilà, les espèces, savoir ce qu'on fait, savoir les soins adaptés, pouvoir faire ça dans de bonnes conditions. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. C'est contraignant, c'est difficile, mais voilà, tout le monde ne peut pas faire ça chez soi et c'est bien normal parce que ça partirait vite dans tous les sens et malheureusement, en voulant bien faire, certaines personnes pourraient faire très, très mal et de très mauvaises et avoir un impact très négatif sur les espèces. Donc voilà, même si ça part toujours d'une très bonne idée et d'une très bonne intention, mais c'est pas si facile que ça malheureusement. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Après, on passera aux menaces et à qu'est-ce qu'on fait dans son jardin pour aider les hérissons. Une petite question. Alors, si on voit un hérisson sur une route et donc en danger d'être heurté par une voiture, est-ce qu'on peut le déplacer ou le pousser à se déplacer? Voilà, vous pouvez le pousser.
Vous pouvez le pousser sur le trottoir ou si c'est une route au milieu de la campagne, le pousser un petit peu dans les fourrés. Mais par contre, on ne le déplace pas. On ne prend pas un hérisson comme beaucoup, enfin, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui les mettent dans des jardins. On ne va pas le mettre dans un jardin, il peut être incapable d'en sortir. On ne va pas le déplacer ailleurs parce qu'il est plus sur son territoire, il va être perdu. Mais idéalement, voilà, si c'est au bord d'une route où il y a des fourrés, c'est vraiment le pousser dans les fourrés et pas lui rouler dessus, bien sûr. Et en ville, c'est pareil, essayer de le pousser un petit peu, mais on ne le déplace pas. Faut-il s'inquiéter si on croise un hérisson qui sent mauvais? Les hérissons sentent mauvais. Les hérissons ne sont pas des animaux très, je ne vais pas dire propres, mais les hérissons sentent pas très bon. Donc non, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Si c'est pareil, s'il est alerte, s'il est vif, s'il a l'air d'avoir un comportement naturel de hérisson, il se met en boule ou alors il hérisse ses piquants quand à votre approche. Enfin, il y a pas à s'inquiéter plus que ça s'ils sentent mauvais. Je sais qu'en centre de soins, les hérissons sentent vraiment très mauvais et c'est pas parce qu'ils sont malades, c'est juste parce qu'ils sentent mauvais. Alors, une question sur les plantes de nos jardins. Est-ce qu'elles peuvent être toxiques pour le hérisson, par exemple le laurier rose? Le hérisson ne mange pas de plantes, donc globalement non. Il mange vraiment pas, il va pas manger des feuilles, donc il risque pas de manger le laurier rose. Et puis après, il faut faire confiance aussi aux animaux. Ils savent très bien ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas pour eux, sauf quand ils peuvent manger vraiment des aliments très, enfin, je sais pas, des limaces empoisonnées à l'antilimace. Mais globalement, sur une alimentation naturelle, ils vont savoir ce qu'il faut manger ou pas. C'est un peu comme les oiseaux qui vont manger certaines baies et pas d'autres, parce que certaines sont toxiques et pas d'autres. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Et vu qu'ils ne mangent pas de végétaux, globalement, il n'y a pas trop de risques. Alors, si le hérisson vient dans mon jardin et ce environnant, nécessite-t-il d'être amené dans un centre... Pardon, 1, 2, 3. En gros, si le hérisson est dans le jardin de la personne et est amené dans un centre de soins, est-ce qu'il sera relâché sur son territoire ou ailleurs? Oui, donc on a eu cette question aussi. Il n'y a pas vraiment de règle. Généralement, non, ils ne sont pas relâchés là où ils ont été trouvés parce que il n'a pas forcément été trouvé sur. Enfin, souvent, quand les centres de soins récupèrent des animaux, ils ne savent pas toujours où est-ce qu'il a été trouvé. S'ils le savent, des fois, c'est compliqué de rapatrier l'animal à cet endroit-là exactement. Ce n'est pas forcément des fois des endroits optimaux. Et souvent, voilà, c'est pas forcément sur cet endroit-là que va être relâché le hérisson. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centres qui sont aussi à la recherche d'endroits où faire des relâchés pour les hérissons. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à se renseigner si c'est le cas. Si c'est le cas, ils cherchent toujours des endroits propices, tranquilles et adaptés pour ces animaux. Alors, une personne nous dit, en remontant dans la conversation, j'ai retrouvé une personne qui nous disait qu'elle avait eu beau appeler parfois la LPO, mais que le centre était complet et qu'ils ne pouvaient pas recevoir d'animaux, plus d'animaux que ce qu'ils avaient. C'est le problème. Ben oui, c'est malheureusement le cas. Il y a beaucoup, il y a des centres, mais il n'y en a pas assez. C'est très difficile. Voilà, tenir un centre, c'est pas de tout repos. Et malheureusement, ça fait partie des limites. Quand les centres sont pleins, les centres sont pleins. On ne peut pas faire plus en termes de capacité. Il faut savoir que tout ça est très réglementé. Donc malheureusement, voilà, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Des conseils pourront peut-être être donnés aux personnes en fonction de ce qu'a l'animal, comment il a été trouvé. Donc, on pourra peut-être conseiller les gens. Mais quand le centre est plein, malheureusement, le centre est plein. Une personne nous disait que certaines assos de sauvegarde disent que le hérisson vu le jour est forcément en danger à cause des mouches qui pondent dans leur piquant. Oui, on l'entend beaucoup ça aussi. J'en ai parlé aussi avec nos collègues anglais, ils l'entendent beaucoup aussi. Non, un hérisson vu en plein jour n'est pas forcément en danger. Un hérisson en bonne santé qui va se balader en plein jour, comme je vous disais, il ne va pas se balader, c'est qu'il aura été dérangé ou quelque chose comme ça, mais un hérisson vif, alerte, vu en plein jour, va aller se retrouver à un endroit où se mettre à l'abri. Il n'aura pas forcément de mouches qui vont tourner autour de lui, pas plus qu'un autre animal. Par contre, un hérisson vu en plein jour avec des mouches
ou des larves sur lui, c'est un hérisson qui ne va pas bien. Je pense que l'amalgame, il vient peut-être de là. C'est que si on voit un hérisson en plein jour couvert de mouches, oui, c'est que le hérisson a un souci. Ce n'est pas forcément un souci qui a été causé par les mouches, mais c'est que ce hérisson a un problème. Donc, il faut intervenir si on voit un hérisson en plein jour couvert de mouches ou d'asticots. Après, s'il est juste en train de marcher et qu'il a l'air très bien, il n'y a pas de nécessité de l'attraper et de lui faire quoi que ce soit. Il faut vraiment le laisser. Le mieux, c'est de l'observer. Vous observez, vous voyez. S'il va un peu plus loin, se mettre dans les fourrés et tout, il y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Mais oui, s'il est couvert de mouches, il faut s'en inquiéter par contre. Alors, une question sur le fait d'être famille d'accueil pour soigner les hérissons, à laquelle donc Anne-Laure Duguay a répondu. Attention, ce sont les capacitaires et les soigneurs qui vont rechercher un site de relâché. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous conseiller de prendre contact avec les centres pour cela. Non, voilà, voilà, les centres, on n'a pas le droit, de détenir un animal, même pour le soigner. Après, voilà, vous trouvez un animal, la règle, c'est un peu comme tout à l'heure, on a dit sur pas de croquettes. La règle, c'est vous trouvez un hérisson qui va pas bien, vous appelez une des structures qui était présente. Donc, je vous dis, allez sur cette page, vous verrez tout le monde et ils vous conseilleront vraiment ce qu'il y a à faire. Là, on va pas, voilà, on peut pas. Après, il y a des structures qui conseillent des choses très limites des fois, mais voilà, appelez. Là, je ne pourrais pas vous dire autre chose, malheureusement. C'est bon? On peut avancer? Alors, comment savoir si là où on habite est un endroit favorable pour relâcher des hérissons? J'habite en campagne, sans route passante et plusieurs hectares. Ça peut être, mais voilà, je Ouais. ne sais pas. Voilà, tout dépend vraiment des endroits. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Le fait que ce soit à la campagne, c'est pas forcément génial puisque c'est là qu'il y a le plus de prédateurs. Donc voilà, c'est vraiment des questions qui nécessitent des réponses très personnelles. Donc je peux pas vous répondre ici. Et une question sur la puce du hérisson, mais on rappelle que la puce du hérisson est bien spécifique à son espèce. Elle peut piquer le hérisson, mais elle ne s'installera pas sur. Elle peut piquer Elle le peut chien, piquer le pardon, chat. les animaux sauvages, le chien ou le chat, mais elle ne s'installera pas dessus. Oui, exactement. Elles sont à lui, c'est le sienne. Ok, donc on va juste avancer pour vous parler des menaces. Alors, on en a déjà abordé pas mal, hein, mine de rien, mais juste pour refaire un point sur les menaces. Donc, le hérisson, il en rencontre beaucoup au cours de sa vie. Certaines peuvent être résolues facilement, d'autres beaucoup moins. La plus grosse menace qui pèse sur le hérisson et malheureusement sur la totalité des espèces, quasiment, c'est la disparition de leur habitat. Les haies, les bocages, tous les endroits dans lesquels les hérissons pouvaient trouver les endroits où gîter disparaissent, notamment dans les campagnes. C'est pour ça que je vous disais qu'ils se retrouvent souvent dans les jardins parce qu'il y a beaucoup de haies ou de choses comme ça. Donc, on peut agir, mais vraiment à notre échelle. On ne va pas pouvoir agir sur la fragmentation et la disparition des habitats à plus large échelle, même si c'est ce qu'on essaye de faire, ce que essayent de faire beaucoup d'associations de protection de la nature. Mais en tant que particulier, on peut agir en plantant des haies dans son jardin ou sur son terrain, si on a des terrains, en laissant des passages dans les grillages et les clôtures, comme je vous disais, pour essayer de limiter ce fractionnement et d'interconnecter les habitants entre eux. Une des autres menaces qui pèse beaucoup, c'est l'empoisonnement par pesticides, notamment par granulés anti-limaces. Les hérissons, donc, comme je vous disais, se nourrissent principalement d'invertébrés et ils ne vont pas aller manger les granulés en eux-mêmes, mais ils vont aller manger des limaces intoxiquées elles-mêmes avec des granulés anti-limaces. Donc, l'idée, c'est vraiment de bannir la totalité des produits chimiques et des insecticides et autres pesticides de son jardin. Donc, c'est interdit à la vente depuis 2019 déjà, mais on trouve quand même beaucoup de produits, notamment anti-limaces, qui se veulent respectueux du hérisson, parce que les limaces vont se cacher pour mourir. C'est un peu l'idée qui est vendue. C'est pareil, il faut faire extrêmement attention. C'est quand même des produits qui tuent les limaces, donc qui peuvent tuer les hérissons. Il faut, pour trouver une solution, c'est trouver d'autres alternatives à tout ça. Alors, accueillir du hérisson quand il est là, pour qu'il vous débarrasse lui-même de toutes ces espèces. Après, voilà, on les connaît tous, les espèces de solutions de grand-mère, la cendre, le marc de café, un petit peu tout ce qui peut protéger les jeunes pousses.
des limaces, mais voilà, c'est plus de granulés anti-limaces et globalement plus d'insecticides dans les jardins. Les collisions routières, alors là, c'est quelque chose sur lequel on peut malheureusement beaucoup moins agir. On pense que c'est la première cause de mortalité, mais c'est surtout la première cause de mortalité visible, parce que je pense que tout le monde a déjà vu un hérisson en mode crêpe sur le bord de la route, malheureusement. On a du mal à estimer la mortalité, mais comme vous avez vu au début sur la carte, voilà, c'est quelque chose qui est non négligeable pour l'espèce. Malheureusement, c'est difficile d'agir. À part conseiller de lever le pied et de faire attention, en tant que particulier, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a toute une sensibilisation des élus qui peut être faite, des pouvoirs publics, mais c'est assez difficile. Et il existe aussi il y a des structures qui existent pour faciliter le passage des animaux sur ou sous les ouvrages routiers, notamment des écoducs, donc des espèces de gros tuyaux sous les routes pour faciliter le passage de la faune. Par contre, c'est très coûteux, c'est pas obligatoire et surtout, on peut pas en mettre partout. Voilà, c'est très difficile dans certaines zones d'en mettre. Donc, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle aux collisions routières, à part à agir vraiment très ponctuellement par la pose de grillage à certains endroits, des choses qui ont pu être faites. Mais voilà. Sur les feux de feuilles, donc je vous disais, c'est des causes d'accueil qu'il y a encore en centre, les hérissons brûlés ou blessés. Les hérissons vont trouver dans les tas de feuilles des endroits où gîter. Au contraire, c'est bien isolé, c'est bien douillé, ils vont facilement y aller. Et malheureusement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait encore le droit de brûler ces déchets verts, malgré le fait que ce soit interdit. Beaucoup de gens le font encore. Quand bien même ils le font encore, le plus important, c'est vraiment de vérifier qu'il n'y ait pas de hérissons et d'autres bêtes d'ailleurs, sous ces tas avant d'agir, que ce soit avant de les brûler ou même avant de les mettre dans la remorque pour les mener à la déchetterie. Faut vraiment faire attention à ça. Sur les noyades également, donc on nous a demandé si le hérisson était un bon nageur. Oui, le hérisson est un très bon nageur. Par contre, comme toute bête, s'il n'a pas de point de sortie, il va bien nager jusqu'à ce qu'il soit épuisé et qu'il finisse par se noyer. Ce qui est le cas malheureusement dans beaucoup de piscines, beaucoup de bassins où il n'y a pas de dispositif pour permettre aux animaux, et pas qu'aux hérissons malheureusement, d'en sortir. Donc idéalement, c'est d'installer des petits dispositifs. Alors il y a de tout, vous pouvez trouver des choses à vendre, mais vous pouvez aussi trouver plein de bonnes idées vous-même à faire. Dernièrement, on a vu pas mal de choses avec des caisses en plastique. Les caisses de marché, là. Il y a plein d'idées à moindre coût qui peuvent être mises pour permettre aux animaux de trouver un endroit où sortir des piscines et bassins. Tout ce qui est les cavités pièges. Alors, les hérissons peuvent se coincer dans plein de choses. La physionomie du hérisson fait qu'il peut facilement rester coincé. Il y a eu toute une problématique il y a un certain temps concernant les déchets. Enfin, elle existe toujours. Les hérissons peuvent rester coincés dans nos déchets alimentaires, dans des boîtes de conserve, par exemple, parce qu'une fois la tête au fond, les piquants ne leur permettent pas de ressortir de ces déchets. Donc, il faut faire attention et pas jeter ces déchets dans la nature. Mais bon, globalement, ça semble logique. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attention au grillage. Attention à avoir des hérissons coincés comme ça dans les grillages parce qu'ils vont réussir à passer le début, on va dire, et puis ils vont rester coincés au milieu. Et ça peut occasionner vraiment de très grosses blessures internes, voire juste la mort du hérisson qui va rester coincé. Donc, c'est vraiment soit boucher les cavités dangereuses s'il y en a, des gouttières, des choses comme ça, soit ne pas jeter ces déchets dans la nature, soit vraiment faire des passages dans les clôtures. Juste, je reviendrai. Il est où mon passage? Ah non, il n'est pas là. Faut soit faire des passages dans les clôtures. Après, il y a d'autres dangers qui existent. Alors, celui-là, il est un petit peu à part, mais c'est les passages canadiens. Pour ceux qui connaissent, c'est tous les passages qui empêchent le bétail de passer d'un endroit à l'autre. Beaucoup d'animaux peuvent tomber dans ces passages, dont le hérisson, et malheureusement, aucun ne pourra en sortir. Le hérisson encore plus parce qu'il ne saute pas. Donc souvent, c'est des passages assez profonds. Donc, c'est vraiment, si parmi vous, il y a des personnes qui ont ça, soit chez eux, soit sur leur exploitation, soit ailleurs, c'est vraiment aménager une petite passerelle pour permettre aux animaux qui tombent dedans d'en sortir et de ne pas mourir, oubliés au fond de ce passage. Et sur les dernières menaces, il y a les chiens. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le chien, ce n'est pas un prédateur du hérisson. Il ne va pas le chasser ou
assez rare. Par contre, même s'il veut juste jouer avec, il y a des gros risques qui blessent le hérisson. Le hérisson va être harcelé pendant des fois plusieurs même heures, ça arrive, par un chien, va pouvoir finir par fuir et va pouvoir se faire blesser par le chien. Donc il faut vraiment faire attention et surveiller son chien, que ce soit dehors ou dans la nature. Dans la nature, ça peut concerner les hérissons et toute autre espèce. Comme je vous l'ai dit, le chat ne représente pas une très grosse menace, à part pour les très jeunes hérissons, mais vraiment, c'est pas une très grosse menace. Par contre, une plus grosse menace, c'est les tondeuses et les débroussailleuses. Le bruit ne fait pas forcément fuir les hérissons, et surtout, les dégâts peuvent être très important. Des hérissons blessés par des tondeuses et blessés par des débroussailleuses, c'est fréquent, particulièrement au printemps, quand lors des premières tontes, quand on commence à essayer un petit peu d'enlever tout ce qui a poussé, les hérissons peuvent facilement s'être cachés dans des fourrés ou ailleurs et on peut les blesser très facilement. Donc il faut vraiment faire attention à bien regarder ce qui se passe, à bien aller regarder entre les brins d'herbe, sous les haies, sur les bordures, s'il n'y a pas un animal, un hérisson quelque part pour ne pas le blesser. Récemment, il y a peut-être certains d'entre vous ont commencé à en entendre parler. Il y a beaucoup de questions qui nous sont posées sur les tondeuses automatiques qui blesseraient des hérissons la nuit, puisque c'est des tondeuses qui sont souvent mises en fonctionnement la nuit et les hérissons ne sont pas forcément. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ils ne sont pas détectés par les tondeuses et se font blesser par ces tondeuses. Alors, on n'a pas de fait établi sur la question. Par contre, il y a une grosse étude qui vient d'être lancée pour justement tester cette hypothèse, savoir si c'est vraiment des tondeuses qui blessent les hérissons qu'on peut avoir. Donc, c'est une étude qui est faite par une personne du Danemark, spécialiste du hérisson, qui va tester différents modèles de tondeuses automatiques avec, excusez-moi, c'est pas très glamour non plus, mais des cadavres de hérissons, des hérissons qui sont malheureusement morts en centre de soins et qui vont être posés devant, dans des jardins avec différents types de tondeuses pour voir comment les tondeuses réagissent et essayer justement de voir si c'est bien des tondeuses automatiques qui causent les dégâts qu'on peut observer sur certains hérissons la nuit. Voilà sur les menaces. Il ne nous reste plus que la partie aménagement du jardin. Question ? Alors, il y avait une question sur l'utilisation de la bière comme antilimace. Oui, on entend beaucoup ça. Franchement, c'est vraiment pas génial. Elles vont finir par se noyer dedans. Certains animaux aussi, et pas que les limaces. Il y a vraiment des choses. Les coquilles d'œufs, ça marche bien. La cendre, ça marche bien. La bière, c'est un remède de grand-mère qu'on connaissait beaucoup avant, mais qu'on ne conseille pas beaucoup. Vraiment, les coquilles d'œufs, le marc du café, ça marche bien. La cendre, si vous êtes dans un endroit où il pleut pas beaucoup ou alors faut en remettre régulièrement, la cendre, ça marche vraiment très bien. Alors, on nous demande pourquoi le bruit des tondeuses ne fait pas fuir les hérissons alors qu'ils sont sensibles au bruit d'un ver de terre sous une feuille. Alors, c'est pas forcément le même bruit, déjà. Faut savoir que c'est pas forcément toutes les fréquences qu'ils entendent aussi bien. Mais surtout, c'est que les tondeuses, c'est souvent en pleine journée. Le hérisson, on arrive plus vite que son temps de réaction, que ce soit avec la débroussailleuse ou la tondeuse. Généralement, on va pas rouler sur un hérisson au milieu de la pelouse, mais c'est plus sur les bords de terrain ou sur les bords sous les haies. Et donc, vu qu'on arrive souvent vite avec des tondeuses, malheureusement, les pauvres hérissons passent dessous, donc il faut vraiment faire attention à bien regarder. Plus de questions, il me semble. Okay. Si, une personne demandait par rapport aux maladies du hérisson, est-ce qu'on va l'aborder dans la présentation aujourd'hui ou pas? Non. Non, on a parlé vite fait du hérisson. Après, en termes de maladies, c'est vraiment pas des choses sur lesquelles déjà moi, je suis pas du tout compétente sur la question. C'est vraiment des choses très particulières et surtout, nous, à notre échelle, on n'agira pas sur les maladies du hérisson. C'est pas des choses, on peut trouver des hérissons mal en point, mais on va rien faire si c'est telle ou telle maladie. Donc ça, c'est vraiment les centres de soins ou les vétérinaires habilités, mais c'est pas nous. Donc non, on va pas l'aborder et franchement, je ne suis vraiment pas compétente pour aborder cette question. C'est pas du tout dans mes connaissances. Voilà. Alors, je vous demande, par rapport à la formation LPO, Fanny Jossi parle-t-on de la formation LPO?
Alors, c'est peut-être de là, l'enquête. C'est peut-être de l'enquête. Alors, si c'est pas l'enquête, mais c'est peut-être de l'enquête. On en parlera vite fait à la fin parce que j'ai quelques questions qui me sont parvenues. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment l'objet. Voilà, je vais répondre aux quelques questions que vous avez, mais des formations sur l'enquête, si c'est ça dont vous parlez, on en parlera lors d'autres formations comme on a pu déjà faire auparavant. Voilà. Donc là, juste, on va passer aux pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans son jardin pour aider le hérisson? Vous avez été beaucoup aussi à nous poser des questions. Alors franchement, je pense qu'on a tout vu. On a tout vu, ce sera juste une synthèse parce qu'on en a déjà parlé depuis 1h30 où on est là. Donc sur le fait de nourrir les hérissons, on a dit non. Pas de pain, pas de lait. Par contre, pour aider les hérissons, c'est vraiment, les hérissons et pas que d'ailleurs, vraiment toute la faune qui peut venir au jardin, il trouvera son salut, j'ai envie de dire. Une gamelle d'eau peu profonde est toujours la bienvenue pour aider les hérissons, les abeilles, les insectes, les autres animaux qui peuvent venir fréquenter votre jardin. C'est vraiment, voilà, vraiment important. Alors, se pose la question, nous revient souvent de quid des moustiques. Effectivement, on dit de ne pas laisser des points d'eau pour éviter la reproduction du moustique. L'idée, si vous le pouvez, c'est de vider le point d'eau une fois par jour, comme ça, ce sera réglé. Et de ne pas laisser une eau croupir pendant plusieurs jours dans la gamelle. Donc voilà. La libre circulation des hérissons, c'est la chose à faire dans votre jardin. C'est vraiment soulever vos clôtures, faites des aménagements, mettez. Alors, il y a des jolis passages qui existent. Il y a des choses qui peuvent être faites par vous-même. Vous pouvez juste relever la clôture si vous n'avez pas envie derrière une haie pour faciliter le passage des hérissons. Sachez que globalement, il y a des gens qui se disent oui, mais si les hérissons passent, les autres animaux passent aussi. Oui, les chats vont passer, mais franchement, les chats ne vont pas attendre qu'on fasse un passage dans la clôture pour passer. Ils se débrouillent très bien autrement. Donc voilà, la seule limite qu'on voit à ça, c'est pour les personnes qui ont des tout petits chiens et qui peuvent effectivement passer dans le passage où là, c'est plus compliqué. Mais sinon, pour les chats, il n'y a pas de souci. Et pour les hérissons, ils les utiliseront facilement, fréquemment et ils y trouveront vraiment, enfin, ça deviendra une autoroute. Vraiment, sur les vidéos qu'on a, ça devient une autoroute au bout d'un moment. L'idée, c'est aussi de maintenir des bandes enherbées. Donc, comme on disait, le long des haies, le long des murs, c'est les endroits où les hérissons vont se déplacer à l'abri. Donc, c'est essayer de maintenir ces bandes de circulation pour qu'ils puissent plus facilement circuler et puis au niveau de ces bandes, de faire des passages dans les clôtures. Donc, voilà, c'est de faire des petites routes à hérissons pour qu'ils circulent facilement. Leur laisser des abris. Alors, naturel ou pas naturel, acheté ou pas acheté, franchement, il y en a une quantité inimaginable qui peut exister. Ça peut aller, donc comme je vous disais, du tas de bois, du tas de végétaux, de la tuile, du pot, du gîte construit en bonne et due forme, tout confort. Vraiment tout ce qui peut servir d'abri aux hérissons. Ils peuvent se mettre sous des palettes, par exemple, avec du bois dessus. Vraiment, plein de choses peuvent être faites. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut construire un gîte comme celui-là, par exemple, ou comme d'autres. Il faut par contre l'installer dans un endroit tranquille. Si vous installez le gîte en plein milieu de la pelouse, il ne sera jamais occupé. Ou alors il pourra, mais ce n'est pas optimal. Il faut idéalement l'installer dans un endroit tranquille, donc sous une haie, contre un mur, vraiment dans un endroit tranquille, à l'abri des vents dominants, donc pour pas que tout s'engouffre à l'intérieur, et pas en plein soleil, pour pas que la température monte trop en journée. Donc vraiment dans un endroit un petit peu tranquille, vraiment sous une haie, c'est vraiment génial, ou dans un fourré, ou sous un tas, si vous avez sous un tas de végétaux, si vous en avez aussi et que vous n'avez pas de haie, vous pouvez mettre sous un tas de végétaux. Et comme je vous disais tout à l'heure, laissez-le apporter lui-même ses matériaux. Il préférera mettre ce qui lui convient le plus en fonction de ce pourquoi il vient visiter le gîte. Est-ce que c'est une femelle qui va mettre bas? Est-ce que c'est juste pour une nuit? Est-ce que c'est pour hiberner? Donc voilà, ils aménageront tout seuls en fonction. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Alors, je vous invite à aller sur la page Facebook Mission Hérisson où plein de gens partagent leur gîte. Donc, il y a vraiment du gîte, c'est même plus 5 étoiles. Hein. Il y a des choses, on voudrait avoir ça en plus grand pour nous. Il y a plein d'idées. Il y a également sur la page Mission Hérisson du site LPO des plans pour apprendre pour construire soi-même un gîte. Donc, vous pouvez les retrouver. Clémence vous mettra le lien sur le chat.
vous pouvez retrouver tous ces plans. Et puis globalement, vous pouvez vraiment trouver beaucoup de plans partout sur Internet. Il y a plein de choses. Alors, il y a des choses plus ou moins bien, mais clairement, une caisse retournée sous un tas de végétaux ou sous une haie avec une petite entrée, ça peut faire l'affaire. Enfin, eux, ils font leur gîte dans des endroits vraiment naturels. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien. Hein. Enfin, de faire un gîte comme ça, c'est très, très bien. Hein. Mais si vous n'avez pas le courage de faire un truc aussi beau et aussi bien, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça marche aussi. Donc voilà, donc juste en résumé pour aider le hérisson au jardin, donc maintenez des haies, plantez des haies, mettez de l'eau, faites des abris, artificiels ou pas, installez des planches au bord de vos bassins ou de vos piscines, ça c'est super important. Laissez des passages dans vos clôtures et laissez des zones enherbées. Voilà, si vous voyez sur la photo, mais c'est valable pour tout, c'est pas valable que pour le hérisson. Ce qu'on dit, c'est avoir 2 hectares de pelouse, c'est peut-être que vous trouvez ça, certains trouvent ça très beau, je ne nie pas, mais écologiquement, ça n'a pas forcément d'intérêt. L'idée dans un jardin pour favoriser la présence du hérisson et globalement et de toute la faune, c'est d'essayer de diversifier les habitats. Donc proposer une partie en pelouse tondue, une partie en herbée, une partie en ronces, une petite haie, des arbres, un potager. Essayez vraiment de varier les habitats pour diversifier à la fois les insectes qui vont pouvoir venir et du coup diversifier les animaux qui vont pouvoir s'en nourrir, les hérissons, les oiseaux et tout autres animaux. Donc vraiment, voilà, c'est diversifier les habitats. S'il y a une chose à faire, c'est ça et faire des trous dans ces clôtures. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre jardin? Sinon, on va passer, si je ne dis pas de bêtises, à l'enquête et après, c'est fini. Clémence? Alors, je fais le tour des questions. On demande comment interdire les graines bleues dans les jardins partagés ainsi que les jardins familiaux et ouvriers. Alors, normalement, les granulés bleus, c'est les granulés anti-limaces. Normalement, ils sont déjà interdits. Comme les pesticides dans les jardins, c'est interdit depuis 2019, je crois. Après, sur la législation en termes de jardin partagé, je ne sais pas comment c'est administré. Je pense que l'idée, c'est d'en parler vraiment. Alors, si c'est des substances interdites, c'est d'en informer tout simplement les responsables des jardins partagés comme quoi c'est interdit. Après, savoir exactement comment se prennent les décisions dans les jardins partagés, malheureusement, je n'ai pas ces réponses-là. Alors, quand on construit un gîte en contreplaqué, est-ce assez isolé ou doit-on l'enfouir dans un tas de feuilles mortes? Vous pouvez l'enfouir dans un tas. Globalement, dans un tas, c'est bien. Un tas de feuilles ou de végétaux, ça sera encore plus à l'abri, ça ressemblera encore plus à quelque chose de naturel. Mais franchement, c'est déjà, même en contreplaqué, c'est déjà assez isolé. C'est le hérisson, lui, qui va apporter des matériaux pour s'isoler. Il n'y a pas besoin, nous, de l'isoler ou quoi que ce soit. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, déjà, un gîte en bois ou en contreplaqué, c'est super. Après, lui, il aménagera son nid, son gîte tout seul. Alors, on nous demande où mettre les gamelles d'eau. Y a-t-il un endroit stratégique? Oui. Idéalement, il faut les mettre dans un endroit dégagé. Parce qu'il n'y a pas que du hérisson qui va venir s'y abreuver. Il y a aussi des oiseaux notamment, donc il faut éviter de mettre les gamelles d'eau dans les fourrés. Le mieux, c'est de le mettre dans un endroit dégagé, potentiellement à côté du potager si vous avez, ou à côté du tas de bois, mais dans un endroit où les oiseaux et les hérissons d'ailleurs pourront voir arriver les prédateurs. Bon, c'est surtout les oiseaux. Vraiment, voilà, dans un endroit dégagé, pas sous quelque chose. Pas sous une haie, sur la terrasse. Et pas en hauteur, pardon, pour les hérissons aussi. J'ai oublié de le stipuler, mais éviter les sous-pots, les coupelles à mettre sous les pots de fleurs. En termes de profondeur, c'est super. Si c'est des grosses gamelles, style des grosses gamelles pour chiens, franchement, ils y arrivent. Ils arrivent à bidouiller pour aller boire dedans, mais c'est pas génial. Et par contre, évitez de le mettre en hauteur parce qu'ils n'arriveront pas à y accéder. Et donc, on nous demande si le lien de la vidéo de la réunion sera diffusé
Par mail? Non, ça ne sera pas diffusé par mail, ce sera diffusé sur le site de la mission Hérisson, sur le site de l'enquête. Il y aura une actu qui sera publiée avec la vidéo. Et puis la réponse à certaines questions auxquelles je n'ai pas réussi à répondre en direct. Enfin, si j'arrive à trouver les réponses. Donc ce sera sur le site Mission Hérisson, dont on va parler juste après. Voilà, si on a terminé avec les questions. Oui, donc pardon à ceux à qui j'ai dit que ça serait par mail, donc c'est uniquement sur le site Mission Hérisson. Je me suis trompée. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste que par mail, c'est compliqué. Enfin, c'est plus compliqué parce que je ne sais pas qui était vraiment là ce soir. Enfin, bon, voilà. Donc, au moins là, ce sera accessible à vraiment un très grand nombre, à tous ceux qui voudront le voir, qu'ils aient participé ou pas à cette présentation. Alors, une dernière question, pardon. Des projets sont-ils en cours pour intégrer aux règles d'urbanisme les aménagements nécessaires au hérisson? Passage dans les clôtures. Non, pas à ma connaissance. Pas au niveau national, en tout cas, non, pas du tout à ma connaissance. Je pense que c'est des règles bien locales et j'en ai pas. Non. Non. C'est ce qu'essaye de faire la LPO-Drôme, justement, essayer de faire un petit peu bouger les choses. Alors, il n'y a pas que la LPO-Drôme, il y a d'autres LPO qui ont commencé à travailler sur des sujets thématiques, sur des sujets similaires, pour le hérisson notamment. Et j'espère que ça pourra faire bouger les choses et qu'en ayant quelques résultats vraiment concrets, on pourra inciter fortement les aménageurs à intégrer ce genre de choses dans les PLU. Voilà, donc juste, je finis parce qu'il nous reste 10 petites minutes, juste pour répondre aux quelques questions qu'on a eues sur l'enquête. Donc, vous n'êtes pas forcément tous au courant, parce que vous n'êtes pas forcément tous ici, vous n'avez pas forcément assisté aux autres présentations. Donc, la LPO a lancé cette année une enquête pour connaître l'état de santé de la population de hérissons en France. C'est la mission Hérisson. C'est une enquête qui a été faite un petit peu pareil chez les Anglais, mais d'une manière juste un peu différente. En gros, c'est une enquête sur laquelle on met à contribution les citoyens, tous ceux qui le veulent, pour nous aider pendant plusieurs années à savoir si le hérisson est en augmentation ou en diminution en France, parce qu'on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien. On s'en doute malheureusement qu'il n'est pas en augmentation, mais on n'a pas de chiffres concrets. Et sans chiffres concrets, sans chiffres à l'appui, on a du mal à porter un projet, à porter des actions auprès des instances compétentes en leur disant, voilà, le hérisson est en diminution de tant de %, il faut agir. Les Anglais, ça fait 20 ans qu'ils mènent des actions comme ça sur le hérisson et ils ont enfin pu faire classer le hérisson comme vulnérable sur le territoire anglais. Donc, c'est une très grosse avancée. Malheureusement, voilà, le hérisson est classé vulnérable, donc il est en danger. Donc, c'est triste, mais au moins, ça a pu être reconnu. Et du coup, pour porter des actions en sa faveur, c'est plus facile, même si c'est pas non plus, ça se fait pas les doigts dans le nez, mais c'est beaucoup plus simple. Et donc, on espère obtenir des résultats aussi en France qui nous permettront de pouvoir mieux protéger cette espèce. Et donc, en gros, juste, ça va être très court. C'est le protocole de cette enquête. Je vais vous le rappeler en 6 petits dessins. L'idée, c'est que des gens participants construisent, achètent, se munissent comme ils veulent d'un tunnel à empreinte. Donc, il est en vente à la LPO. Il est constructible par vous-même via des tutos. C'est un peu comme pour le gîte. Il y a plein d'idées qui ont émané sur le groupe Facebook, savoir comment construire son tunnel. Donc, l'idée, c'est de construire ou de se munir d'un tunnel à empreinte. Donc, c'est un tunnel dans lequel il y a un appât, de l'encre non toxique pour le hérisson et des feuilles. Et en gros, le hérisson, en étant appâté dans le tunnel, va rentrer, va marcher dans l'encre et va laisser des pattes, enfin, va laisser des empreintes sur les feuilles. L'idée, c'est que ce tunnel, on va le poser pendant 5 nuits de suite dans un lieu qu'on a choisi. Un jardin, la nature, des cimetières. On a une étude sur les cimetières en Ile-de-France, son lieu de travail, enfin vraiment où vous voulez, pendant 5 nuits de suite, et cela plusieurs fois dans l'année, idéalement 4 fois dans l'année, une fois à chaque saison, et surtout, le plus important, pendant plusieurs années. Donc, on prend un tunnel, on le pose où on veut, on fait 5 nuits de suite, plusieurs fois dans l'année et sur plusieurs années. Et l'idée, c'est que chaque matin, on va voir les empreintes, on identifie les empreintes, donc est-ce que c'est du hérisson, est-ce que c'est autre chose? On va poster ces observations sur le site et on contribue et on participe à valider les données des autres observateurs. Et du coup, en reproduisant ce protocole sur plusieurs années, au même endroit, on va pouvoir suivre plein de lieux et voir si les hérissons, où est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils disparaissent à certains endroits, est-ce qu'ils apparaissent à d'autres endroits, et globalement, comment se porte la population française de hérissons, donc quelle est sa dynamique, est-ce qu'il est en augmentation ou en diminution? Alors,
Ce n'est pas un résultat qu'on aura au bout de 4 mois d'observation. Là, l'enquête actuellement, elle a été lancée en juillet. On va faire un premier bilan en fin d'année. Et après, voilà, on va relancer ça, on va remobiliser les participants tout au long des années qui viennent. L'idée, c'est pas forcément d'avoir du hérisson. Si on sait qu'on a du hérisson dans son jardin, c'est bien. Si on ne sait pas si on a du hérisson dans son jardin, c'est bien aussi. On peut poser un tunnel. Les tunnels ne doivent pas être posés que là où il y a du hérisson. Ils peuvent être posés vraiment partout. Idéalement, même, ils doivent être posés partout. Et le but, c'est vraiment, voilà, c'est pas d'avoir des empreintes de hérisson. Toutes les empreintes sont intéressantes et surtout, même les feuilles vides, donc c'est-à-dire les nuits où on a posé le tunnel et où on n'a rien eu, où rien n'est passé dedans, c'est des données qui sont très intéressantes parce que ça nous permet de confirmer avec certitude au bout de 5 nuits qu'il n'y a pas de hérisson dans ce périmètre-là en tout cas. Donc voilà, les données vides sont des données très très importantes. Donc voilà, je ne vais pas vous passer la vidéo parce que ça va être un petit peu long. Par contre, elle est disponible sur le site de l'enquête sans souci. Il y a juste quelques questions qui ont été posées par rapport à cette enquête, donc je me permets d'y répondre. C'est une enquête qui durera tout le temps. Donc, ce n'est pas grave si on n'est pas là à une période. On peut poser son tunnel à on va dire 4 fois dans l'année, idéalement, même en hiver. Parce que c'est de savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu en hiver pour le hérisson est très intéressant. Savoir est-ce qu'il sort de son gîte si, par exemple, il y a un redout des températures. Savoir quand est-ce qu'il part en hibernation. Comme on disait tout à l'heure avec les histoires de changement climatique, est-ce qu'ils partent plus tard en hibernation? Le fait de poser le tunnel aussi en automne et en hiver nous permettra de voir un petit peu comment se comporte le hérisson certaines années. Est-ce qu'il part en hibernation plus tôt, plus tard? Vraiment, voilà. Le tunnel, il peut être placé donc partout où vous voulez. Idéalement, il faut le poser le long d'une structure linéaire. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de laisser des haies, des bandes enherbées, parce que c'est les zones où passe le hérisson, et pas que le hérisson d'ailleurs, mais c'est les zones où passe notamment le hérisson. Donc, poser le tunnel le long d'une bande enherbée, d'une haie, d'une clôture également, c'est un endroit où on aura le plus de chances de croiser, où le tunnel aura le plus de chances de croiser un hérisson, ou l'inverse, où le hérisson aura le plus de chances de croiser votre tunnel. Donc vraiment le poser le long d'une structure linéaire. Et enfin, sur les premiers résultats, donc pour l'instant, ça a été lancé en juillet, on a 550 personnes qui ont participé déjà, ce qui est pas mal pour quelques premiers mois. On n'a pas de résultats à donner pour l'instant en disant le hérisson se porte bien ou mal. Les données actuelles ne nous permettent pas de dire ça. Il faudra quelques années avant qu'on puisse le savoir. Par contre, bien sûr, tous les résultats, toutes les données seront mises sur le site de la mission hérisson. C'est le même site sur lequel vous retrouverez également la vidéo de cette présentation. Donc, tout sera mis dessus et vous pourrez savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on en a déduit, un petit peu tout ça. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Donc, si vous avez d'autres questions, on a encore 6 minutes pour les prendre. Et puis, après, je vous souhaiterai un bon appétit et puis une bonne soirée. Clémence, tu as d'autres questions? Alors, oui. Est-ce que la LPO est un document qu'on peut donner à nos collectivités mairies pour qu'elles mettent en place des actions de protection des hérissons? On a des documents, alors spécifiques au hérisson, je ne pense pas, mais écoutez, vous ne me voyez pas, mais je prends mon petit carnet et je me note ça. Alors, pour ce genre de questions, vraiment, n'hésitez pas à envoyer un message à mission.hérisson@lpo.fr pour que je n'oublie pas de vous répondre et que je vous transmette tout ce qu'on peut avoir sur cette question. Donc, c'est mission.hérisson@lpo.fr et comme ça, je pourrais vous transmettre ce qu'on a sur la question. Je l'ai mise dans le chat. Ouais, voilà, n'hésitez pas, comme ça, je pourrais vous répondre directement et vous l'envoyer si on a des choses. Alors, t'as d'autres questions? Je remonte. Ah oui, les quelques croquettes, c'est la dernière question. Les quelques croquettes que l'on utilise pour le tunnel de la mission hérisson ne risquent pas d'empêcher le hérisson d'entrer en hibernation?
Non, 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 c'est vraiment, voilà, c'est quand on a monté cette enquête, ça a été la grosse question qu'on s'est posée. Donc oui, on appâte avec quelques croquettes, donc entre 5 et 10 croquettes, 5 nuits de suite, entre 1 et 4 fois dans l'année. Donc clairement, ça n'a pas d'impact, ça ne constitue pas un nourrissage du hérisson. C'est vraiment, il va pouvoir venir manger 4 croquettes et c'est tout. Ça ne va ni l'habituer. C'est pour ça qu'on fait que 5 nuits aussi, pour pas habituer les hérissons à venir. Et ça va pas avoir d'impact sur sa vie de hérisson. C'est pas ça qui va le sustenter. Et quand bien même, ça ne durera que 5 jours, donc il faudra bien qu'il aille trouver sa nourriture ailleurs. Donc non, il n'y a pas. Voilà, on a réfléchi l'enquête à la manière à ce qu'il y ait le moins d'impact possible sur les hérissons. Et on espère que c'est le cas. Normalement, oui. C'est bon, Clément? Je crois que c'est bon. Peut-être rajouter, je vais rajouter dans le chat le lien vers la newsletter, l'abonnement pour la newsletter. Oui, n'hésite pas donc à rajouter tout ça. Je le mettrai tout. Donc voilà, on va finir ici. Donc tout ce qui s'est dit aujourd'hui, la vidéo, les réponses à vos questions, ce genre de choses, les liens vers les différents documents dont on vous a parlé, on publiera tout ça dans les jours à venir. Alors, ce ne sera pas demain, hein, mais dans les jours à venir sur le site de la Mission Hérisson. Donc, le site, on va vous le mettre sur le chat. Au pire, vous tapez missionhérisson.org sur n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez ça. On va mettre une actu donc avec tout dessus. Comme ça, vous pourrez revoir, vous pourrez avoir toutes ces infos, les plans de construction des gîtes. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter. Après, comme je vous ai dit, donc il y a l'adresse mission.hérisson@lpo.fr sur laquelle on essaye de répondre le plus rapidement possible, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse instantanément, c'est normal. On n'est pas beaucoup et donc voilà, il faut nous laisser un certain temps. Et puis, je le rappelle encore une fois, pour toute question concernant un hérisson trouvé, blessé ou quoi que ce soit, c'est vraiment contacter les personnes compétentes. N'envoyez pas un mail à Mission Hérisson, je ne serai pas en capacité, moi, de vous répondre. Donc, vraiment contacter les personnes compétentes et avant toute chose, posez-vous, regardez, observez et n'intervenez pas s'il n'y a pas nécessité d'intervenir. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Franchement, c'était une première pour nous de faire ça sous ce format. On améliorera les choses pour la prochaine fois. On fera certainement d'autres présentations, que ce soit sur le hérisson, sur d'autres choses ou sur l'enquête en elle-même. Je vous remercie en tout cas tous pour avoir être venus, avoir assisté à cette présentation. J'espère qu'on a pu répondre à une majorité de vos questions. Malheureusement, je sais que ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais voilà, on a fait au mieux. J'espère que ça vous sera utile. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, même une bonne soirée maintenant, un bon appétit. Et puis à bientôt peut-être pour une autre formation. Voilà.